Bonsoir à tous, vous venez de voir le dernier générique, comme vous le suivez depuis déjà plus de 4 ans, parce qu'à partir de demain, on va fêter la 500e de Bouge la France et il y aura un nouvel habillage, nouveau décor, nouveau générique. Enfin, vous verrez ça avec des invités dès demain soir. Émission pas spéciale, ce sera une émission comme les autres, ce sera juste la 500e, c'est-à-dire qu'on en est à peu près à 5000 invités. Il y en a encore ce soir, on va parler évidemment avec Jean-Louis Gombaud de la retraite, non pas parce qu'il la prend, mais parce que François Fillon va négocier avec les syndicats. Et puis ensuite, à l'occasion de la visite officielle de Nicolas Sarkozy en Angleterre, eh bien, sur le Figaro.fr, nous avons posé la question: la monarchie britannique vous fait-elle rêver? Tout un programme que vont nous détailler nos invités sur ce plateau. Et puis en fin d'émission, car on est un petit peu plus court ce soir, Hélène Risser nous évoquera les travaux de la commission Copé, qui s'est déjà réunie sur l'audiovisuel, vous le savez, plusieurs fois, et qui a donné ses premières recommandations, qu'elle va donc nous détailler. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Le journal Delphine Girard. Bonsoir à tous. C'est un accueil royal qui a été réservé au président Nicolas Sarkozy et à son épouse. Pour sa première visite d'État au Royaume-Uni, le couple présidentiel a eu droit à tous les honneurs, de sa descente d'avion à son arrivée au château de Windsor. Retour sur cette première journée. Une arrivée en Bentley au château de Windsor pour le couple présidentiel français, accompagné du prince Charles et de son épouse Camilla. Voilà pour commencer avec les honneurs royaux, puis c'est le salut à la reine d'Angleterre, une poignée de main appuyée pour Nicolas Sarkozy, et pour Carla, étiquette oblige, ce sera la fameuse révérence, un exercice pour lequel l'ex-mannequin se serait entraîné selon la presse britannique. La presse qui bien sûr fait ses gros titres sur cette visite d'État du voisin français, mais en s'intéressant plus particulièrement aux femmes du président. Cela n'a pas empêché la reine Elisabeth II de déployer toute la pompe royale réservée aux invités de marque, et c'est en carrosse que le couple présidentiel a parcouru les derniers kilomètres grimpant vers l'imposante forteresse de sa très gracieuse majesté. Un honneur que Nicolas Sarkozy a pu apprécier. Il est le premier dirigeant à être reçu à Windsor dans le cadre d'une visite d'État depuis 2001. Nicolas Sarkozy s'est également exprimé en français devant les chambres des communes et des lords. Le président de la République a annoncé son intention de proposer un renfort de la présence militaire en Afghanistan. On écoute le chef de l'État. Ensemble, nos deux pays sont déterminés à rester engagés côte à côte avec tous nos alliés en Afghanistan. Et je n'ai pas peur de le dire, en Afghanistan se joue une partie essentielle. La France a proposé à ses alliés de l'Alliance Atlantique une stratégie pour permettre au peuple afghan et à son gouvernement légitime de construire la paix. Si ces propositions sont acceptées, la France proposera lors du sommet de Bucarest de renforcer sa présence militaire. Nous ne pouvons pas accepter un retour des talibans et d'Al-Qaïda à Kaboul. La défaite nous est interdite, même si la victoire est difficile. Et ce renfort français a été qualifié ce soir de très positif par la Maison-Blanche. Après la défaite de la droite au municipal, François Fillon rencontrait aujourd'hui le groupe UMP du Sénat. Objectif: remonter le moral des parlementaires avant d'entamer une session chargée. L'occasion pour les sénateurs de la majorité de rappeler au Premier ministre leur volonté de s'impliquer davantage dans l'ordre du jour. Élise Cardi. François Fillon en visite devant le groupe UMP du Sénat, c'est discrétion de rigueur. Le but, s'assurer du soutien sans faille des parlementaires pour les réformes à venir et préciser la stratégie du gouvernement. Mais surtout, après le revers des dernières municipales et cantonales, il fallait aussi remotiver les troupes. Une question de remontement, les élections, le résultat. Mais simplement, il est normal qu'en début de session, surtout après le résultat de ces élections, on se retrouve. On vient de traverser une consultation électorale dont il est nécessaire d'analyser les résultats. Ceci étant, je fais partie des sénateurs UMP qui pensent qu'il faut continuer les réformes, voire peut-être accélérer le processus. Pour ou contre l'accélération des réformes, en tout cas les sénateurs de l'UMP sont d'accord sur un point, ils demandent à avoir plus de poids.
S'impliquer davantage, c'est tout simplement en donnant au Parlement plus de responsabilités dans, par exemple, l'ordre du jour. C'est-à-dire que vous savez que l'ordre du jour, et qui est actuellement, déterminé par le gouvernement, sera déterminé avec le Parlement. Ça, c'est une promesse de M. Fillon ? C'est une promesse de M. Fillon, mais elle va dans la réforme, d'ailleurs, des institutions qui sera proposée et dont j'espère qu'elle sera acceptée, puisque tout le monde, quelle que soit la sensibilité politique, souhaite que le Parlement reprenne une place plus importante. François Fillon a promis aussi de garder le contact avec les parlementaires. Dès la semaine prochaine, les sénateurs seront à nouveau reçus par le Premier ministre. Cette fois, ce sera à Matignon. François Fillon qui annonce une révision à la baisse de la croissance dans le magazine L'Express, signe pour le président du groupe PS à l'Assemblée nationale, Jean-Marc Ayrault, qu'un plan d'austérité se met en place. Et dans un entretien à Paris Match à paraître demain, François Hollande estime qu'il fait partie des candidats socialistes possibles à la prochaine élection présidentielle de 2012. La polémique enfle autour de la rénovation des ascenseurs. Des associations pointent du doigt les prix abusifs pratiqués par les fabricants, alors que la sécurisation de ces appareils est obligatoire depuis la loi Robien de 2003, adoptée après plusieurs accidents mortels. Hélène Mangiardi. La facture devait s'élever à 3 milliards d'euros, mais d'après une enquête de l'UFC Que Choisir, la rénovation des ascenseurs devrait coûter 6 milliards d'euros. L'association de consommateurs dénonce ce dérapage financier et accuse les constructeurs d'ascenseurs de profiter de la situation. Les ascensoristes et les syndics d'ailleurs, plus ou moins complices, ne distinguent mal ce qui relève de la loi et ce qui est facultatif ou optionnel. Donc les ascensoristes se disent finalement je vais en profiter pour vendre à la copropriété des instruments, de l'appareillage sophistiqué, extrêmement cher, mais qui ne relèvent pas de la réglementation. Mais la Fédération des ascenseurs, qui représente la quasi-totalité des entreprises du secteur, entend bien se défendre. Les prix n'ont pas été gonflés, je pourrais même vous livrer une statistique de la profession. En 2007, c'est plus de 30 000 appareils qui ont fait l'objet de travaux de modernisation. Le prix moyen constaté est de l'ordre de 19 000 euros. Et ceci en baisse tout à fait significative, tout à fait importante par rapport au prix constaté dans les années précédentes de 24 à 25 000 euros. Toujours est-il que la mise en conformité coûte en moyenne 20 000 euros, des frais à la charge des copropriétés et pour beaucoup de propriétaires, la facture est trop salée. Ces coûts très élevés exigent certainement qu'il y ait un accord cadre avec la profession des ascensoristes, qui sont des professions où il n'y a pas une concurrence débridée vu le nombre d'opérateurs. L'association des responsables de copropriété a demandé la convocation d'un Grenelle des ascenseurs. Ils réclament qu'une assistance financière soit proposée aux usagers. Il y aura une enquête approfondie sur seulement 20 personnes soupçonnées de fraude fiscale au Liechtenstein. C'est ce qu'a affirmé Éric Woerth aujourd'hui devant la commission des finances du Sénat. Le ministre du Budget s'est aussi prononcé pour la création d'un fisc judiciaire après avoir été interpellé par l'ancien ministre du Budget, Michel Charasse. Moi, je me demandais naïvement s'il ne serait pas possible de mettre une taxation épouvantable à ceux dont on découvre qu'ils ont ouvert à l'étranger un compte non déclaré. J'ai été épouvantablement dégueulasse à l'égard de ceux que je coinçais ouvrant des comptes sans les déclarer. Hein. Oui. Et là, je peux vous donner des listes de gens qui s'en sont parmi. Hein. Et c'était pas des grandes vedettes du showbiz ou des grandes vedettes internationales ou des personnalités politiques ou syndicales de premier ou professionnelles de premier rang. C'était un boucher charcutier, un entrepreneur de province, etc., etc. Où là, ça y allait allègrement avec les valises de billets. Non, l'intérêt de cette affaire du Liechtenstein, c'est de rappeler tout cela. On doit effrayer nos compatriotes qui décident sciemment de frauder le fisc. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse donner plus de pouvoir au fisc. Moi, j'aimerais que nous allions, comme d'autres pays, donc comme les Allemands par exemple, mais comme les Anglais, comme d'autres, nous allions vers un fisc judiciaire. En bref, les députés ont donné leur feu vert pour rendre à nouveau le lundi de Pentecôte férié, tout en réaffirmant le principe d'une journée de solidarité assouplie pour venir en aide aux personnes âgées et handicapées. Il y a urgence au Tibet et il faut agir. Le groupe d'information du Sénat sur le Tibet a rendu public aujourd'hui ses propositions. Sans appeler au boycott des JO, les sénateurs entendent utiliser la menace du boycott pour faire pression sur les autorités chinoises. Estimant que le Tibet se trouve dans une situation coloniale, ils appellent les élus locaux à arborer le drapeau tibétain sur les édifices publics. Flora Sauvage.
Le boycott des JO n'est pas à l'ordre du jour, mais la menace du boycott de la cérémonie d'ouverture doit être utilisée comme un moyen de pression, d'après le groupe d'information sur le Tibet du Sénat. Bien que la Chine n'ait pas déclaré officiellement la loi martiale à Lhasa, la situation au Tibet est telle que c'est comme si la loi martiale avait été déclarée. Tard le soir, les groupes de plus de 3 personnes sont interdits dans les rues. Partout dans la ville, il y a des tanks et des hommes en armes. Les monastères sont encerclés par les forces armées chinoises. Il n'y a pas de liberté de mouvement, ni de liberté d'expression, et aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. Lors d'une conférence de presse, les sénateurs du groupe d'information sur le Tibet ont affirmé leur souhait que Nicolas Sarkozy reçoive le Dalai Lama lors de sa visite en France. Pour eux, l'accès au Tibet pour les journalistes est primordial. Il faut que la presse puisse aller voir au Tibet ce qui s'y passe. Il faut que les délégations parlementaires puissent aller voir ce qui s'y passe et rendre compte aux opinions publiques. Les choses ne doivent pas demeurer, comme toujours quand il s'agit de mauvais coups contre les libertés, clôturés, voilés, obscurcis, filtrés. Pour l'instant, les journalistes sont interdits de séjour à Lhasa. D'après les Tibétains en exil, le bilan des violences de ces derniers jours serait de 140 morts. Pékin fait état de 20 morts. C'est la fin de ce journal, c'est à vous Pierre pour ce 499e Bouge la France. Demain c'est la 500e, il y aura un nouveau générique, nouveaux décors, nouveaux invités, évidemment ça vous êtes habitués, c'est comme tous les soirs. Alors la question qu'on a posée ce soir sur le Figaro.fr, c'est la monarchie britannique vous fait-elle rêver? Beaucoup de réactions, on va voir ce qu'en pensent tout à l'heure nos invités, mais tout de suite c'est l'économie avec Jean-Louis Gonvaux qui est juste ici. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Pierre. On va parler des retraites parce que parmi les réformes de 2008, évidemment, il y a le dossier des retraites. C'est un chantier qui date d'il y a 15 ans, hein, c'était sous Balladur, donc c'est retraite. Et puis là, on va essayer de se demander en fait qu'est-ce qui reste à réformer ou plutôt comment résorber le déficit, c'est ça le problème. Ça sera la grande question de demain, puisque demain, autour de monsieur Xavier Bertrand, se réunissent les partenaires sociaux et on fait un premier tour de table pour lancer une nouvelle étape dans la réforme des retraites. Effectivement, ça commence en 93 avec la réforme Balladur, ça se continue en 2003 avec la réforme Fillon, et ça va encore continuer à partir de demain en 2008 avec la réforme Bertrand. Alors qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qui reste à résorber? Deux chiffres vous le disent. En 2007 pourtant on était à un déficit de 5 milliards d'euros, et en 2012, si ça continue comme ça, on va arriver à 15 milliards d'euros. Donc qu'est-ce qui reste à résorber? Il reste à résorber pas mal de choses. Alors si on regarde les réformes antérieures, on s'aperçoit qu'en fait on reste toujours dans la même lignée. L'idée c'est la suivante: pour rétablir l'équilibre pour des raisons démographiques, le déséquilibre qui s'établit entre la population active et la population inactive, il y a de plus en plus de retraités, de moins en moins d'actifs en tout cas, eh bien on va allonger la durée de cotisation. Et on le fait d'autant plus volontiers, d'autant plus aisément que chaque année, grosso modo, on gagne 3 mois d'espérance de vie. Donc on dit en fin de compte, vous allez peut-être travailler plus longtemps, de façon à permettre d'avoir plus de rentrées de cotisations dans le caisse des systèmes vieillesse, mais globalement, vous allez rester autour de 20 ans, 22 ans à la retraite. Et donc, en 93, on est passé 37 ans et demi pour aller à 40 ans, on va arriver à 41 ans en 2012, et l'idée qui va se négocier à partir de demain, c'est arriver à 42 ans à partir de 2017. Alors on a quand même allongé la durée de cotisation, mais quand on regarde finalement, on a l'impression que les Français partent toujours au même âge à la retraite. C'est une fausse impression ou... Non, c'est une véritable impression. Les calculs ont été faits, vous allongez la durée de cotisation d'un trimestre par an, c'est ce qui se passe depuis 1993, et grosso modo, les gens travaillent à peu près 1 mois de plus par année. Donc, effectivement, les gens continuent à partir autour de 57 ans et demi, pendant que la durée de cotisation pour avoir une retraite
pleine ne cesse d'augmenter. Qu'est-ce qui se passe au bout de course? Eh bien, comme vous n'avez pas toutes vos cotisations, eh bien, c'est le niveau de votre pension qui baisse. Et on pense que, je dirais que la variable d'ajustement pour compenser le déséquilibre démographique, c'est l'allongement de la durée de cotisation, mais en réalité, comme les gens ne font pas toutes leurs cotisations, c'est le niveau de leur pension qui baisse à cause de ça. Alors, début des négociations donc avec François Fillon, qui va avoir en face de lui les syndicats. Qu'est-ce qu'il doit leur proposer? Qu'est-ce qu'il doit leur lâcher pour tomber d'accord, pour qu'ils signent? Rappelez-vous 2003. La réforme de François Fillon. À cette époque-là, il avait dit, écoutez, je vous demande un allongement de la durée de cotisation et en échange, j'autorise des gens qui ont commencé à travailler très jeunes à partir plus tôt. Et c'était la possibilité pour les gens qui avaient cotisé 40 ans de partir avant l'âge légal de la retraite, avant 60 ans. Et avec ce troc, il avait obtenu la signature de la CFDT qui avait complètement débloqué la situation. Le problème, c'est que maintenant, il s'est rebelote, si je puis dire, mais là, c'est M. Bertrand qui va le faire. Je vous propose l'allongement de la durée de cotisation. Et les autres vont dire, mais qu'est-ce que vous nous proposez en échange pour qu'on accepte ça? Alors, il va leur proposer simplement ceci. Nous allons sanctionner les entreprises qui se débarrassent trop vite de leurs seniors, c'est-à-dire pour qu'ils gardent leurs seniors afin de permettre aux gens de faire leur cotisation complète. Le problème, c'est que le ministre n'a pas encore précisé quel type de sanctions il va pouvoir faire, quel type de bonus-malus il va pouvoir introduire au niveau des entreprises. Il faut que ce soit dissuasif. Il faut que ce soit dissuasif, et ça, il nous a dit qu'il le ferait, mais il nous a pas dit comment il le ferait. Très bien, merci beaucoup Jean-Louis. Est-ce que la monarchie britannique vous fait rêver, vous? Ah oui, oui. Quelque part, oui. Très bien, on va voir ça en détail, merci. Avec nos invités, on va parler de cette monarchie britannique à l'occasion du voyage de Nicolas Sarkozy, visite d'État en Angleterre. C'est vrai qu'à l'occasion de cette visite d'État de Nicolas Sarkozy en Angleterre, on renoue un petit peu avec les traditions britanniques, on les revisite, les voilà, c'est magnifique. Et l'une des plus anciennes de ces traditions, c'est la monarchie. Alors on vous a posé cette question sur le Figaro.fr. La monarchie britannique vous fait-elle rêver? On va essayer de comprendre avec mes différents invités justement ce qui nous fascine un petit peu, faut le reconnaître, les Français, dans ces carrosses, mais il n'y a pas que ça. Et on va en parler donc avec mes trois invités. Antoine Michelin, bonsoir. Confrère et grand reporter à Point de Vue, qui suit donc en permanence l'actualité des têtes couronnées, comme l'on dit. Stephen Clark, écrivain anglais qui vit en France depuis 14 ans, qui se moque beaucoup de ce rapport entre les Anglais et les Français, avec beaucoup d'humour d'ailleurs. Voici c'est son dernier livre, God Save les Françaises. En plus, vous avez une femme française, c'est ça? Et voilà. Et puis William Hedgens, alors qui est ancien président de l'association franco-britannique, qui s'appelle Trait d'Union. Pourquoi ancien président? Vous êtes fait lourder ou? Non, je suis parti de Sciences Po Lille, c'est fini. J'ai fini mes études l'année dernière. Et c'était destiné à quoi cette association? On s'est aperçu qu'il était important de faire la promotion de la culture britannique en France, que c'était un peuple qui était très très mal compris, et que ce serait intéressant de faire ça. Donc voilà, on s'est bien amusé pendant un an et on a pas mal bossé. Et vous êtes d'origine, vous parlez évidemment français, on s'en rend compte. J'ai fait mes études en filière franco-britannique à l'IUP de Lille, donc on alterne nos études entre la France et l'Angleterre, et ce qui nous permet d'acquérir un petit peu. Et vous êtes d'origine anglaise? Oui. Et néerlandaise, voilà, pour qu'on soit bien au courant, qu'on comprenne bien. Très bien. Première question peut-être à Stephen Clark, mais vous pouvez réagir également. Est-ce que la monarchie, cette monarchie anglaise, est-ce qu'elle a la vocation, la fonction de garantir quand même une sorte d'équilibre politique? Équilibre politique, c'est ce qu'on dit. Franchement, quand il y a les Français qui sont en visite, on guette les gaffes. Il faut pas d'insultes contre la reine. Mais quand il n'y a pas de visite, on s'en fout un peu, sauf
sauf les mariages et les fils qui partent à l'armée ou qui sont ivres dans le caniveau le matin. On est comme sur tous les sujets, on est complètement hypocrite, nous les Anglais. Mais commencez pas. vous dites, oui, par rapport aux Français, mais même dans le système anglais, on voit bien que le Premier ministre, dès qu'il est nommé, il va saluer la reine. Ça a été valable pour Tony Blair, pour Gordon Brown. C'est une tradition, il y en a d'autres comme ça. Oui, il va soi-disant consulter la reine et demander la permission de former un gouvernement. Mais la reine, elle va pas dire non. Oui, non, ça c'est juste une tradition, voilà, c'est formel. C'est une tradition. Oui. Ils boivent la tasse de thé. Il y a des belles photos, tout le monde est content. Après, ils se réunissent de temps en temps, la reine et le Premier ministre. Mais selon ce qu'on dit, la reine trouve les premiers ministres assez ennuyeux après la première rencontre parce qu'ils n'écoutent rien. Ils viennent juste faire des speeches, quoi. C'est même la reine qui, je crois, écrit le Premier ministre qui écrit le discours de la reine. Oui, elle est très symbolique. Elle est purement symbolique. Ouais. Mais elle est toujours là. Est-ce que Antoine, est-ce que la monarchie c'est quelque chose qui est démodé? Surtout la monarchie anglaise, que c'est qu'on côtoie le plus facilement. Est-ce qu'elle est démodée? On a l'impression, je sais pas, qu'elle est en train de redevenir un petit peu de tendance, non? Je pense qu'elle est au-delà des modes de toute façon. Mais pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, moi j'ai l'impression quand même que même s'il n'y a absolument aucun pouvoir politique, il y a quand même d'abord une symbolique. Ça évite d'avoir la grosse tête. Le Premier ministre ne sera jamais à la première place puisqu'elle est déjà occupée. Je trouve que c'est déjà très intéressant par rapport à nos institutions, nous, éventuellement. Et puis également, c'est un point de repère malgré tout. C'est comme un drapeau finalement. C'est un drapeau qui est vivant, c'est une famille qui est incarnée, qui incarne un peu la nation, même si on s'en moque des fois à l'occasion. Et c'est vrai qu'en cela, dans une société qui est en perpétuelle mutation, c'est, je pense, quelque chose d'intéressant sur le plan social. Mais je pense qu'on n'invitera jamais à aucun Premier ministre d'avoir la grosse tête. Il l'a. Ouais, mais il sera pas président. Non, c'est vrai, mais c'est lui qui a le pouvoir, effectivement. Oui. Nous, en France, on dit que Nicolas Sarkozy inflige même à la France un pouvoir très présidentiel. C'est vrai que c'est pas le cas de la reine d'Angleterre. Celui qui a le pouvoir, c'est effectivement, en ce moment, c'est Gordon Brown. Mais au point de vue protocolaire, il y a quand même quelqu'un d'autre qui est au-dessus, ou ailleurs plutôt, parce que c'est pas au-dessus, c'est ailleurs, effectivement. Donc je trouve que c'est assez intéressant sur ce plan-là. William, vous êtes plus jeune. Est-ce que les jeunes, ils trouvent ça sympa, la monarchie? Est-ce que c'est déconnecté? Est-ce que c'est irréel pour vous? Pour les Français ou pour les Anglais? Pour les deux. Pour les Anglais, je pense qu'il y a beaucoup d'Anglais encore aujourd'hui qui sont très attachés à la monarchie. Même les jeunes. Qui savent peut-être pas forcément expliquer pourquoi, mais c'est un symbole de stabilité, de la longévité, qui je pense, qui les rend très fiers d'un certain côté. Ils se moquent pas il y en a qui se des moquent, robes de la reine? Non, je pense qu'il y a encore, il y a beaucoup de respect on attache encore beaucoup de respect, en tout cas je crois en Angleterre, à la famille royale. Par contre, en France, je pense que ça fait un petit peu rire les jeunes. On comprend pas encore beaucoup. On comprend pas pourquoi. Est-ce que ça peut encore exister une monarchie constitutionnelle? Mais c'est intéressant. Est-ce que la monarchie a changé depuis le départ de Lady Di en Angleterre? Est-ce que on a l'impression que Lady Diana avait fait bouger pas mal de choses? Est-ce qu'on est revenu à la caisse d'épargne? Est-ce que justement ce qu'elle a fait bouger est resté en l'état? Ah oui, la famille royale est passée par une grosse crise qui s'est un peu terminée grâce à Helen Mirren dans le film The Queen, où finalement beaucoup de gens ont vu ce film et ont compris quelque chose. Mais tout ce scandale, en plus tous les détails de sa vie politique, c'était un peu sale. Maintenant, les deux fils commencent à s'illustrer un peu dans la vie publique. Pas seulement la nuit, mais le jour aussi. Oui. Donc ça va un peu mieux. Il y a un peu la nouvelle génération, mais il y a toujours Prince Charles qui n'intéresse pas grand monde. Et je suis désolé, mais je suis pas entièrement d'accord. Je pense qu'on apprécie cette stabilité sans vraiment savoir ce qu'on apprécie. Mais le nombre de blagues qu'il y a, il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas un énorme respect de fond chez les Anglais pour la monarchie. Des blagues anglaises sur la reine. Oui. Sur la royauté. Avant, on parlait même de la reine mère qui buvait trop et tout ça, mais on arrête de raconter cette blague parce qu'elle est morte. Mais donc on a un peu de respect, mais ce n'est que... Donnez-nous un exemple de blague.
Quand même, je veux garder ma tête. Mais, non, mais c'est pas forcément des grosses blagues, mais on se moque des chiens qu'ils ont et tout ça, les petits corgis et tout ça. À l'époque de la reine-mère, les histoires d'alcoolo et tout ça, on rigolait beaucoup. Et puis la pauvre, elle est morte, quoi. Mais c'est une sorte de sainte pour nous. Mais ce n'est que quand des étrangers commencent à nous demander qu'est-ce que vous pensez de votre famille royale, qu'on va dire oui, effectivement, c'est la stabilité, et d'ailleurs, vous n'en avez pas, et tout ça. Sinon, en Angleterre maintenant, pour la classe, l'aristocratie et l'accent chic et tout ça, il y a de moins en moins de respect. Moi, j'ai fait une émission de radio hier, en Angleterre, un peu sur la visite et tout ça, et ils avaient, dans les studios, ils avaient un avocat. Ils ont annoncé qu'ils allaient interviewer cet avocat de Londres. Et je m'attendais à une chose. Et puis, quand il parlait, il avait un accent super popu. Et c'est ça la Nouvelle-Angleterre. Il faut avoir des gens avec des accents super popus. Ça ne marche plus d'avoir un accent très chic et tout ça. C'est pour ça que j'ai quitté la France. Moi, je suis trop chic pour l'Angleterre. Alors, on va regarder des images et on va les commenter avec vous, Antoine, et puis avec vous également. Parce que ce soir, il y avait le fameux dîner officiel. Et alors là, qui dit royauté dit protocole. Il y a des choses qu'on fait et des choses qu'on ne fait pas. Alors, regardez, vous les avez là, les images. Donc ça, c'est... Bon, elles sont un petit peu sombres. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est très mal éclairé, mais là c'est l'arrivée de la reine visiblement. Je pense qu'on va traverser le salon Waterloo qui généralement pour la circonstance, quand c'est un chef d'État français qui passe par là pour entrer à St. George Hall où a lieu le banquet, on appelle ça pudiquement le salon de musique pour ne pas froisser l'entente cordiale. Alors là, Nicolas Sarkozy, on le voit, il est en train de discuter avec la reine. Ça, on peut le faire, c'est dans les choses qu'on a le droit de faire vis-à-vis de la reine, parce qu'il y a tout un protocole. Il y a tout un protocole, mais c'est-à-dire que le tout, c'est que ce soit elle qui s'adresse à vous en premier. Après, une conversation s'engage naturellement. En plus, la reine parle un français excellent. Peut-être totalement bilingue comme le prince Philippe qui est lui, alors là il y a ils ont l'air de s'amuser, là ça fait envie, accent. Mais on peut tout à fait parler à la reine. De toute façon, s'il y a un sujet qui la dérange ou qu'elle trouve trop politique ou déplacé par rapport à elle, elle va dire c'est très intéressant et puis elle va passer à autre chose. C'est une grande professionnelle donc il n'y a aucun problème. On peut lui parler à partir du moment où c'est elle qui a entamé la conversation. Alors j'ai pas fait vraiment attention, mais la femme du président, donc Carla Bruni Sarkozy, était juste derrière. Ça aussi, ça fait partie. Avec le prince Philippe, oui, les consorts sont ensemble. D'accord. Et donc le prince Philippe est le prince consort, il est avec l'épouse du chef de l'État. C'est-à-dire qu'on est par rang égal. Il y a les deux chefs d'État ensemble et puis derrière les consorts. Donc là il y a une petite table, on voit, il y a pas très grande finalement, elle fait juste 200 mètres de long. Non, un petit peu plus de 50 mètres, vous exagérez. 50 mètres, on en met quand même, parce qu'il y a quand même des invités de chaque côté. On met jusqu'à 170 personnes autour de la table à Windsor dans St. George Hall. Et qui sont les gens qui attendent? Parce qu'il y a ceux qui suivaient Nicolas Sarkozy qui sont encore derrière. Ça, ce sont on va dire les convives. Les happy few même qui suivent en cortège officiel, c'est-à-dire qu'il y a la famille royale essentiellement, peut-être le Premier ministre, là j'avoue que je vois mal un petit peu, parce que c'est effectivement on entend le God Save the Queen. Et les invités, la plupart des invités sont déjà en place en fait, pour ne pas faire attendre. Bernard Kouchner arrive. Il devance une courte tête, Rachida Dati et Ramayad. C'est la princesse Anne qui est avec Bernard Kouchner, je pense, à sa gauche. Où est-ce que le troisième, c'est le troisième. Oui. Voilà. Alors donc là, ce qui est amusant, c'est alors la reine est éclairée là. Oui. Seule la reine est éclairée ou c'est juste pour l'arrivée? Alors là, écoutez, parce que là, c'est vrai qu'on ça doit être pour les caméras. Vous le faisiez, oui, enfin, à l'arrivée, on voit rien du tout depuis le début pour les caméras, le bien. C'est pour les caméras. Vous avez raison, c'est effectivement la princesse. Alors, la vaisselle. Dites-nous un mot sur la vaisselle. La vaisselle, écoutez, c'est là, en l'occurrence, ce soir, ils vont dîner dans du Tournai et du Sèvres, hein, c'est-à-dire des vaisselles françaises. Il faut savoir que quelques pièces d'argenterie et pièces de vaisselle justement qui ornent la table royale ont été achetées pendant les ventes aux enchères révolutionnaires de 1793 et viennent directement de Versailles. Pas toutes bien sûr, mais certaines. Et quand on reçoit la France, eh bien on la fait manger dans la vaisselle française. Alors on voit là, vous dites que la reine parle très très bien français. Oui, j'imagine que là elle ne parle pas en anglais. Hein. Non, j'imagine non plus, tout à fait.
Donc là, de toute façon, elle peut tout à fait parler français. C'est à ma connaissance, en tout cas, la seule langue étrangère qui est apprise dans la famille royale britannique. Elle-même l'a apprise avec sa sœur quand elle était enfant. Et même d'ailleurs, elle avait une préceptrice française qui était présente pendant la guerre à Windsor, justement. Alors, il y a aussi Carla Bruni, donc, qui est là ce soir, et elle, c'est son baptême royal un petit peu, parce que c'est la première fois qu'elle est au contact de la reine d'Angleterre et de toutes les personnes qui sont là. Quelle doit être son attitude, parce qu'on va la juger finalement, et les Anglais, vous allez nous le dire mieux que nous, mais les Anglais vont scruter ce que fait Carla Bruni. Chaque seconde, oui. Alors, que doit-elle faire pour convaincre les Anglais? Le problème, c'est qu'elle a déjà fait, l'erreur est déjà faite, parce que les photos d'elle sont partout dans les journaux. Donc ça, on parle, non, c'est ça, mais on parle que de ça, donc il faut juste qu'elle reste, sobre. J'ai vu, elle a fait pendant une super révérence en arrivant. Elle a pas raté sa révérence. Très classe et tout ça, donc si elle fait ça, on va la pardonner. Et sa robe, ça va? Elle est assez discrète? Elle avait un peu l'air d'une hôtesse de l'air, mais à part ça, c'était très bien, très sobre. Antoine? Écoutez, je crois que c'est un petit peu ça, en effet, c'est-à-dire que de toute façon, étant donné la photo dont pas toute la presse parle, mais enfin une partie de la presse parle, effectivement, c'est-à-dire cette photo qui va être mise en vente aux enchères, je crois, le 4 avril à New York, la représentant, en l'occurrence nue, qui est une photo prise en 1993. Il faut prendre le contre-pied exact. De toute façon, déjà, il y a le protocole qui invite largement, mais le côté très discret justement de la tenue de la première dame, son observation absolument parfaite du protocole indique bien que justement il y a un contraste à faire pour qu'il y ait une coupure très nette entre le passé de Carla Bruni et le présent de la première dame. Donc ça c'est fait. Je pense que l'opération est tout à fait réussie d'ailleurs sur ce plan-là. Oui, le problème c'est que la presse britannique a du respect pour personne. Oui. Mais à la limite, ce qu'ils vont observer justement, et je pense avec un certain intérêt et même avec pourquoi pas une certaine admiration pour justement le grand écart, si j'ose dire, c'est les photos d'avant et l'attitude d'aujourd'hui. Donc je pense que là, finalement, elle va récupérer la mise. Voilà. William, tout faire, ce dîner, tout ce qu'on a vu, ça vous fascine? Non, je crois qu'il faut les laisser en profiter, mais non, je sais pas trop quoi vous répondre là-dessus. C'est pas quelque chose. Ça me paraît très très loin. Ça me paraît. Il y a des grands dîners comme ça en France aussi. Oui, mais il y a quand même un protocole. Là, on sent que le protocole est quand même heavy. Oui, c'est vrai. Mais il y a peut-être pas autant de diamants en France, mais il y a des salles comme ça presque à l'Élysée. Il y a des. Combien de temps il va durer le dîner là? Ou combien il a duré? Il doit terminer. En général, c'est quoi? Parce que vu le rythme de l'arrivée, à mon avis, s'il mange à la même allure, ça va durer un moment. C'est à peu près 2 heures, je pense, à peu près. Pas plus. Non, parce que vous savez, il faut voir le travail en cuisine, c'est colossal aussi. C'est-à-dire que c'est millimétré au service. À la lumière rouge, tout le monde se met en place derrière les invités. À la lumière verte, tout le monde sert, tout le monde se retire. C'est très très organisé. C'est assez remarquable au point de vue du fonctionnement. Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre ce qu'on a vu, un peu le clinquant de la monarchie, cette vaisselle luxuriante, etc., et le côté bling-bling que l'on reproche à Nicolas Sarkozy? Je crois que c'est l'exact opposé. C'est-à-dire que là, on est dans 2 dorures, en quelque sorte, mais il y a une dorure qui est patinée par l'histoire, par le temps. Et l'autre qui est plaquée. Et là, justement, je pense que la dorure bling-bling va justement s'effacer et se patiner au contact de la dorure britannique. Et je pense que là, c'est une bonne opération de communication, justement, pour Nicolas Sarkozy. Une légitimation en quelque sorte. Vous pensez également que Nicolas Sarkozy, qui est en quête en ce moment un petit peu de retrouver les assises présidentielles, la stature d'homme d'État, ce voyage peut lui servir à ça? Peut-être. Je ne sais pas si on parle ici du fait qu'il a refusé de passer une deuxième nuit au palais de Windsor. Apparemment, on lui a proposé de rester 2 nuits. Il a dit non, il faut absolument que je rentre en France. Et je dois partir en France. Ça lui donne un peu l'image de travailleur dur. Mais c'est vexant, de répondre ça. Ça vexe un peu les Anglais parce que quand la reine vous invite à dormir chez elle, c'est quand même. Oui, c'est pas donné à tout le monde, on va dire. Exactement. Donc dire non, quand même, ça nous blesse un peu.
Vous avez parlé de la presse tout à l'heure. C'est vrai qu'en Angleterre, la presse est quand même très très présente. La monarchie anglaise, finalement, elle n'a pas plus le dernier mot que Nicolas Sarkozy par rapport à la presse en Angleterre. Nicolas Sarkozy, effectivement, on lui a reproché d'en faire trop avec la presse, mais là-bas, la royauté est constamment sous les feux des tabloïds. Ah, oui, totalement. Quasiment tous les membres de la famille royale, sauf la reine, justement, ont souffert à un moment donné d'un scandale dans la presse. Pourquoi, sauf la reine? Je sais pas. Je sais pas comment elle l'a fait, mais elle a évité tous les scandales. Elle est restée assez muette quand il fallait. Il y avait juste autour de la mort de Diana où on la comprenait pas trop, parce qu'on pensait qu'elle était trop froide. Mais sinon, elle reste justement stable. Les autres sont passés par des histoires complètement loufoques, comme Prince Charles avec des histoires d'agriculture bio et tout ça. Prince Philippe qui arrête pas de faire des blagues un peu douteuses. Ils sont Alors on va voir après les remarques des internautes, mais je me retourne vers William parce que je voulais poser une question qui concernait les jeunes. D'ailleurs, c'est une statistique. Il y a de plus en plus de jeunes Français qui sont séduits par l'Angleterre. Qu'est-ce qui les attire là-bas? Alors, pour faire leurs études, mais aussi pour travailler vraiment. Oui, là, je pense que la flexibilité du modèle britannique n'a vraiment rien à voir avec ce qu'aujourd'hui on peut vivre en France. Oui, mais quand on parle de flexibilité, c'est presque un gros mot en France. Les jeunes en particulier, et souvent ils ont raison, prennent peur parce que on les trimballe d'un métier à un autre. Pourquoi ça leur fait peur en France et pas peur là-bas? Je pense qu'il y a une chose fondamentale en Angleterre qui change. On peut très bien faire une maîtrise en musicologie et après devenir avocat. En France, c'est très très difficile. On trouvera jamais ça. Je pense que l'Angleterre le système universitaire britannique permet une ouverture d'esprit et donne vraiment sa chance, même si c'est un système qui est quand même relativement sélectif sur l'argent ou sur des critères un peu plus académiques. Mais non, je pense que voilà, fondamentalement, on donne beaucoup plus facilement sa chance aux étudiants en Angleterre. Il y a plus de risques, mais il y a plus d'options. Je vous livre un petit peu les remarques. Alors, il y en a qui pensent que la monarchie britannique fait toujours rêver. Certains disent même, en fait, les Français, quand on regarde bien, ils sont restés royalistes sans le savoir. Bien sûr. Est-ce que vous avez cette impression-là? Oui, regardez, le système présidentiel, de toute façon, tout incite à le penser. Alors, on est passé du septennat au quinquennat, donc ça s'adoucit un petit peu. Mais c'est vrai que, on est quand même en face, nous, d'une monarchie qui elle, n'est pas constitutionnelle, justement, parce que le chef d'État a tous les pouvoirs. Donc, il y a un petit peu une nostalgie, je pense, effectivement, de ça. Et c'est quelque chose sur quoi, d'ailleurs, le président Sarkozy a un petit peu surfé. Quand vous avez vu sa prise de fonction, il y avait son fils qui était présent. Il y a une sorte, comme ça, de famille présidentielle qui est arrivée à l'Élysée, un peu comme une famille royale finalement à un moment donné. Oui, mais la différence, on a par exemple Bilbo qui lui pense que la monarchie britannique ne fait pas rêver du tout. Il dit, vous imaginez Mitterrand ou Sarkozy à vie, parce que c'est un petit peu ça en Angleterre. On a une reine et jusqu'à ce qu'elle meure. En Angleterre, il est beaucoup moins présent sur la scène médiatique. Il faut plutôt imaginer une sorte de Johnny Hallyday à vie. Il est là. Johnny, il est toujours là, il est toujours présent, il représente toujours un peu la France. Il fait de mal à personne. Voilà. Oui, c'est l'équivalent de la reine d'Angleterre. Le président. Qui est-ce que Nicolas Sarkozy est allé voir quand il a été élu? Johnny Hallyday. C'est une sorte de un symbole comme ça, gentil. Alors d'autres disent la royauté, ça date du XIIe siècle, et puis c'est triste comme la mort. Évidemment, c'est sûrement pas votre avis, mais bon, c'est triste comme la mort. Il vaut mieux rire dans une auberge que pleurer dans un château doré. Voilà. On peut aussi rire dans un château doré. Mais franchement, voilà, en l'occurrence, là, cette image était pas mal. On voyait Nicolas Sarkozy s'amuser. Mais sur ce qu'on a vu depuis le début, on n'a pas l'impression que ça va être un énorme quadrille cette soirée. Non, ça va être quelque chose effectivement d'assez convenu, avec des passages obligés, avec les toasts, avec la princesse Anne au milieu de sa forme. La princesse Anne, elle est en pleine forme, elle est prête à éclater de rire, on le sent. On sent qu'elle contrôle son rire. On peut pas résumer. Mais on peut pas résumer. Oui, c'est vrai. La monarchie se résume pas à ça. Et puis il y a des choses, il y a des cérémonies qui sont très hautes en couleur, très très belles, très prenantes, qui sont
qui sont là aussi tout le temps. Vous voyez effectivement les gens qui passent en carrosse, c'est un côté conte de fées qui plaît également. Il y a les bijoux qui séduisent, mon Dieu le beau diadème, il y a plein de choses comme ça qui paraissent très futiles et qui sont très futiles d'ailleurs, tout à fait, mais qui plaisent également. Moi j'ai été à la réception d'un auteur à l'Académie française, ça rigolait pas beaucoup non plus. Oui. Il y avait des sabres, des uniformes et des discours qui duraient littéralement 1 heure. Oui, c'est vrai. C'était un peu comme ça et il n'y avait pas de vers. Ce ne sont pas des chefs d'État non plus. Dernière question, Steven, est-ce que Nicolas Sarkozy plaît? Est-ce qu'il va plaire aux Anglais? C'est pour la première fois, je pense, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on connaît le nom d'un président français partout en Angleterre. Alors ça doit être quelque chose. C'est une grosse avancée. Ah ouais, énorme. Très bien, merci beaucoup en tout cas tous les trois d'avoir commenté à la fois ces images et à la fois cette visite officielle. On va parler maintenant de télévision avec Hélène Risser qui va nous dire où en est la commission Copé sur l'audiovisuel. Merci beaucoup. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Alors Hélène Risser suit les travaux de la commission Copé qui il y a déjà eu quelques réunions. On sait très bien que cette commission sur la télévision publique, sur l'avenir de l'audiovisuel est présidée par Jean-François Copé et elle est chargée entre autres de trouver les moyens de compenser l'arrêt de la pub qui est donc demandé par le gouvernement. Est-ce qu'on a des premiers éléments ? Oui, parce qu'effectivement, normalement, officiellement, cette commission doit plancher sur la nouvelle télévision publique au sens large, en s'intéressant au programme, à la gouvernance, mais évidemment, la question qui semble les préoccuper essentiellement, c'est les sous. Comment financer la suppression des recettes publicitaires annoncées, on s'en souvient, par Nicolas Sarkozy début janvier, recettes publicitaires qui étaient quand même de 30% jusqu'à présent du budget de France Télévisions et qui vont tomber à 0 début 2009. Alors on pourrait dire, bon, début 2009, ça laisse un petit peu le temps de réfléchir, un petit peu de temps de voir venir, mais en fait pas du tout, puisqu'en fait on constate que les annonceurs anticipent la suppression de la publicité. Les annonceurs actuels. Voilà, et donc dès aujourd'hui, France Télévisions, voit fuir ces annonceurs. Pour l'année 2008, et ça c'est des chiffres que vient de sortir la commission, elle vient donc d'estimer que le manque à gagner pour France Télévisions serait de 150 millions d'euros pour 2008. Alors ça c'est sans arrêt de la pub, c'est juste la panique ou la peur provoquée par cette menace entre guillemets. Voilà, puis le désintérêt des annonceurs qui finalement anticipent et puis commencent à aller voir ailleurs. Voilà, tout à fait. Et alors ce chiffre, ce qui est intéressant, c'est qu'il est très proche du chiffre qui avait été donné par l'intersyndicale de l'audiovisuel public, 160 millions. Donc on voit bien que là, au moins, sur ce point-là, tout le monde est d'accord. Voilà, c'est un bon point. Le problème, c'est évidemment comment combler ce trou. Alors là, la commission aussi vient d'estimer que le gouvernement devait, je cite, donner un signal fort en compensant cette perte. Bref, faut mettre de l'argent public. Alors France Télévisions. Il faut le mettre tout de suite parce que c'est. Et puis il faut le mettre très vite, effectivement. Alors France Télévisions se réjouit, dit que c'est une avancée positive. Les seuls à être restés silencieux pour l'instant, ce sont les membres du gouvernement, même si Christine Albanel avait déjà dit il y a quelques mois que pour 2008 on compenserait, mais sans savoir si c'est en partie, complètement, comment, sous quelle modalité. Bon, alors 2008, on va à peu près s'en sortir visiblement au niveau des finances, en compensant. Maintenant, le problème va se poser à partir de 2009 parce que la fin de la pub, c'est là que ça commence. Et 2009 déjà, si mes souvenirs sont bons, on n'était pas du tout d'accord sur les chiffres parce que le déficit entre pub et pas de pub, c'était entre 650 millions à peu près pour les uns jusqu'à 1,2 milliard pour les autres. La vérité, elle est où? Alors bon, la vérité, c'est qu'il y a 830 millions d'euros qui viennent de la pub pour France Télévisions, voilà, et puis après il y a effectivement le financement de nouveaux programmes éventuels. Oui, parce que quand on retire de la pub, il faut la remplacer par des programmes. Voilà, et donc là on voit, et donc concernant ce financement qui pour le coup et ce trou qui est relativement important, on voit déjà, et là ça c'est pour l'instant la seule information qui semble y avoir, c'est qu'il y a une vraie ligne de fracture entre d'un côté les professionnels donc de l'audiovisuel et de l'autre les parlementaires. Les professionnels qui pensent qu'il faudrait augmenter la redevance pour assurer au service public des ressources stables. Il faut quand même savoir qu'en France, la redevance est à peu près 2 fois moindre que dans la plupart des autres pays européens, 2 fois moindre qu'en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Donc eux penchent pour cette solution, alors que les politiques sont évidemment beaucoup plus réticents à voir augmenter la redevance, qui est un impôt, même si certains, comme Louis de Brossia, le sénateur Louis de Brossia, qui est dans cette commission, lui est pour augmenter la redevance.
France. Bon, donc on voit que c'est sur cette question-là assez sensible que ça va se jouer. Alors qui l'emportera, il faut savoir que les auditions vont se poursuivre tout le mois d'avril et que la Commission cherche évidemment des solutions en allant voir ce qui se passe à l'étranger. On pense bien sûr au fameux modèle de la BBC, télé publique britannique sans publicité. Voilà. Ce qui est un modèle sans en être un, parce que la problématique est pas tout à fait la même, notamment au niveau des finances et des recettes surtout, puisqu'il y a beaucoup plus de merchandising Mais vous ne devez pas partie de la commission quand même, Pierre. Bravo, effectivement. Effectivement, il y a beaucoup plus de merchandising et puis aussi produits dérivés, voilà, n'employons pas d'expression anglaise. Et puis aussi parce que la BBC a un atout que n'a pas les chaînes publiques, que n'ont pas les chaînes publiques françaises, c'est qu'elle produit des séries, des programmes en anglais qui se revendent beaucoup plus facilement. Voilà, donc très bien. C'est une piste. Merci beaucoup Hélène pour rendre à l'heure, et on me dit qu'on a dépassé l'heure. Eh bien, il faut s'arrêter. Merci beaucoup Philippe de Sonny réalisé cette émission. Pierre-Henri Gergonne était là bien sûr comme tous les soirs. Marie Bilon l'a préparé. Tout de suite face à nous, Pierre Moscovici, l'invité de Michel Grossior. On se donne rendez-vous demain avec un nouveau générique, tout nouveau. C'est la 500e. Merci, bonne soirée. Succès de la TNT m'aura annoncé de la publicité sur France Télévisions. Quel sera le visage du paysage audiovisuel français dans les années à venir? En partenariat avec Sciences Po et Télérama, Public Sénat vous propose un grand débat en compagnie des acteurs incontournables des médias télé et radio français. Big Bang ou pas de la télévision française, rendez-vous jeudi à 17h en direct sur Public Sénat. Pierre Moscovici, député socialiste du Doubs, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation au moment où Nicolas Sarkozy met en avant l'axe Paris-Londres. Vous réagirez au moment où les mauvaises nouvelles économiques se multiplient, révision à la baisse de la croissance et à la hausse des déficits. Et alors que le PS, fort de sa victoire aux élections locales, cherche la voie de la rénovation en même temps qu'un successeur à François Hollande, poste pour lequel vous êtes candidat. Notez que François Hollande se dit candidat possible du Parti socialiste en 2012. Votre réaction dans quelques secondes à cette interview de François Hollande à apparaître dans Paris Match. Pierre Moscovici, vous vous faites remarquer ces temps-ci par quelques mots choisis, celui que vous aviez utilisé pour qualifier la défaite de la droite au municipal, vous vous souvenez? Je me souviens, mais c'était très tôt le matin, j'étais fatigué. Voilà, vous aviez parlé d'une branlée mémorable. J'ai lu après dans le Canard enchaîné. Assumé. J'assume, et j'ai lu dans le Canard enchaîné après que c'était l'expression qu'avait utilisée le président de la République, Nicolas Sarkozy lui-même. Vous voyez donc ça, je me suis senti un peu exonéré de cette grossièreté qu'il faut mettre sur le compte, encore une fois, d'une nuit de sommeil trop courte. Autre mot que vous retenez pour qualifier justement Nicolas Sarkozy, le liquidateur, dans ce livre qui sort aujourd'hui chez Hachette Littérature et qui est extrêmement virulent. Là, j'assume parce que ça fait 280 pages, donc c'est assez logique. Vous auriez du mal à ne pas assurer et assumer ce titre. Vous pourrez y revenir, bien sûr. Pour vous interroger ce soir, Christine Claire, dont on peut lire la signature dans plusieurs journaux, Valeurs Actuelles, Le Télégramme, Marianne, David Revaud d'Allonne, de Libération, et Philippe Martinat, du Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire pour Face à nous. Alors Pierre Moscovici, François Hollande le déclare tout de go, je ne m'exclus pas. Il parle de la présidentielle de 2012 et il se range parmi les présidentiables du Parti socialiste. Vous lui dites banco? Mais ça me paraît tout à fait normal. Enfin, François Hollande est le premier secrétaire du Parti socialiste depuis 11 ans. Il a noué un lien particulier avec ses militants. Les Français le connaissent, certains l'apprécient, beaucoup, d'autres moins. Mais il est sur la ligne de départ. Ça me paraît absolument logique. J'ajoute que ce qui aurait été anormal, ça aurait été le contraire. Donc il est là, comme Ségolène Royal, comme Bertrand Delanoë, comme Martine Aubry maintenant de retour, comme Dominique Strauss-Kahn à Washington qui, j'imagine, peut y penser aussi, comme d'autres peut-être. Vous n'avez pas noyé son nom dans une litanie de responsables socialistes. Je suis pas sur la litanie. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plutôt lui qui vient
en plus des gens que j'ai cités jusqu'à présent. Donc je ne le vois pas, au contraire, je le mets à ce niveau. Comme d'ailleurs, il s'y met lui-même, ça me paraît tout à fait logique. C'est une compétition ouverte, qui doit rester ouverte et qui doit être en plus tout à fait loyale. Et vous le mettez au niveau du job ? Oui, quand on a été premier secrétaire du Parti Socialiste pendant 11 ans, on peut prétendre être le candidat des socialistes à l'élection présidentielle. On a tout de même le sentiment que François Hollande, qui était donné pour politiquement mort ou presque il y a quelques mois encore, a vu son blason personnel largement redoré par le deuxième tour des municipales. Est-ce que c'est pas le principal gagnant de ce scrutin? Non, je ne crois franchement pas. Vous savez, je viens de dire ce que je pensais de sa candidature. Elle est possible, elle est légitime. Mais en même temps, je suis un fidèle lecteur de vos journaux et il me semble qu'il y a là un marronnier que j'ai lu à chaque élection. C'est-à-dire à chaque élection, voilà, François Hollande était le principal gagnant. Et puis François Hollande est le principal gagnant, mais il n'est pas seulement le principal gagnant. Là, en plus, on a une victoire qui est extrêmement collective. Je pense que c'est une faute pour quiconque de se l'approprier. Pour quiconque. Il y a d'abord les maires élus. Franchement, c'est eux qui feront le mérite. Ensuite, il y a ceux qui ont fait campagne. François Hollande a fait campagne. Ségolène Royal a fait campagne. Des gens comme moi ont fait campagne aussi. C'est pas notre message spécifique qui a été plébiscité par les Français. Franchement, ils attendent autre chose du Parti socialiste. Alors, jouons-la modeste et jouons-la collectif. Ça c'est très important, modeste et collectif. Alors ça veut dire ça veut dire que ce que François Hollande a gagné, c'est quoi? C'est que il va se retirer de la tête du Parti socialiste avec une dernière élection qui est une élection réussie. Et pour vraiment sortir par le haut, il faut qu'il y ait aussi un congrès réussi. Ça, c'est notre travail à tous, c'est pas fait d'avance. Alors, vous dites qu'il faut être modeste et collectif, mais vous appelez d'ailleurs à la nomination beaucoup plus tard, le choix du candidat du Parti socialiste pour la présidentielle. Ce n'est pas une faute pour vous de se déclarer aujourd'hui, alors, comme il le fait ? Candidat sur la liste de départ? Mais écoutez, d'autres l'ont fait. Il me semble que Ségolène Royal l'avait fait dans le même journal, Paris Match. D'autres ne le font pas. Enfin bon, on a compris. Elle l'avait fait avant la dernière présidentielle. Là, on est à 5 ans. C'est pas illogique que le premier secrétaire du Parti socialiste dise que le moment venu, il est sur la liste. Franchement, non, c'est pas une déclaration de candidature, c'est une déclaration d'intérêt. Encore une fois, c'est le contraire qui me paraîtrait anormal. Mais c'est vrai que c'est quand même une déclaration de candidature qui vient très tôt, puisqu'on est quand même à 8 mois du prochain congrès. Alors est-ce que François Hollande joue un coup tactique finalement assez habile parce que il tire les bénéfices de sa victoire personnelle quand même en Corrèze, qui est assez éclatante, et puis il joue dans une période un petit peu de faux plat du Parti socialiste. On a bien vu lors du Conseil national hier soir que vous étiez tous un petit peu dans un état un peu second comme ça et tout, et c'est le moment où il attaque. Monsieur Martina, votre interprétation est extrêmement brillante. Pour ma part, je suis un esprit simple. Je dirais que voilà, cette déclaration, il faut la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire elle est claire, elle est légitime. Je ne suis pas certain qu'elle ait toute l'importance que vous lui accordez. Christine Claire, allez, encore une question sur le sujet, on va avancer, on va arriver aux problèmes économiques du pays. Vous ne craignez pas d'être des liquidateurs, vous aussi, du Parti socialiste et de la gauche, en relançant éternellement des querelles personnelles, alors qu'on attend de vous tout de même des solutions. Vous n'arrêtez pas de critiquer Sarkozy et son gouvernement en disant qu'il n'y a pas de réponse aux problèmes concrets des Français. Alors on a l'impression que vous êtes reporté sans arrêt l'échéance parce que vous non plus, vous n'avez pas de réponse aux problèmes concrets. Donc vous nous donnez du Hollande, du Martine Aubry et le mois prochain quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Donc on va nous amuser comme ça pendant 4 ans. Alors là je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que je ne veux pas développer plus ce point-là. Je crois que c'est pas quand même le gros titre de l'actualité. Et je crois surtout, là vous voyez j'ai un désaccord avec Lionel Jospin. Je crois surtout qu'il faut que le prochain congrès du Parti socialiste ne soit pas un congrès dont la seule question soit le leadership. Ça, c'est une mauvaise façon d'aborder un congrès du Parti socialiste. Parce que si on était dans l'idée que pendant 4 ans, on va vivre avec une seule question, qui est qui va être notre candidat à la présidence de la République. Alors à ce moment-là, nous tombons dans le piège de Sarkozy, qui est le piège de la présidentialisation de nos institutions. Nous ne répondons pas à ce que les Français attendent de nous, c'est-à-dire avant tout un projet. Et je crois que ce que les socialistes doivent faire maintenant, c'est avant tout travailler, réfléchir à ce que c'est qu'une pensée socialiste au XXIe siècle. Ça fait des années que vous dites ça. Non, écoutez, mais elles vont venir. Et elles vont venir si ce congrès est réussi. C'est-à-dire que là où je vous rejoins, c'est que ce dont nous souffrons, et la raison pour laquelle nous avons perdu l'élection présidentielle de 2007, c'est pas parce que ne faisons pas le procès de la candidate, ne faisons pas non plus le procès du parti, c'est parce que pendant ces 5 dernières années, disons-le, nous avons été intellectuellement trop paresseux, trop routinier. Et le congrès de 2008 est un congrès qui sera un congrès réussi, un congrès fort, un congrès de lancement de la candidature présidentielle de 2012,
pas justement si on y parle de personnes, mais si on y parle d'idées. Et si on se décide enfin à bosser. Parce que ce que Sarkozy a fait, liquidateur, j'y viendrai. Ouais. Mais quand même, pendant plusieurs années, il a mis une vieille machine, la machine gaulliste, l'UMP avait été créé par Alain Juppé, mais ça ne fonctionnait pas, chacun le savait, au travail. Il lui a fait adopter un certain nombre de positions à partir de conventions thématiques. Il a bâti un discours. Il avait des propositions. Il avait un projet. Moi, ma seule ambition, c'est de faire la même chose avec le Parti socialiste. Quand je pense au Parti socialiste, y compris à ce que je pourrais y faire moi-même, c'est que le Parti socialiste soit en 2011 un parti solide, un parti qui sait ce qu'il pense, un parti qui sait ce qu'il propose, un parti qui est organisé pour communiquer avec les Français, pour s'adresser à eux, un parti qui soit compréhensible. Et à ce moment-là, croyez-moi, la question du candidat se réglera bien, facilement, et, si j'ose dire, je pense naturellement. Alors, vous avez critiqué la vision de Lionel Jospin sur la panne de leadership au sein du parti, mais l'ancien Premier ministre a précisé qu'il voulait à la tête du parti une personnalité douée d'une culture et d'une expérience politique indiscutable. Donc là, vous vous êtes reconnu? Ah oui, je me suis dit, tout à fait, c'est moi. En plus, vraiment, vous savez, Lionel Jospin, c'est une sorte de père en politique pour moi. Donc j'ai été son ministre, j'ai été son conseiller même, son cabinet, un ami. Mais je ne suis pas sûr que c'est à moi qu'il pensait. Franchement, je ne sais pas d'ailleurs à qui il pense exactement, mais je crois qu'il a raison. Peut-être sur ce que Monsieur Delanoë. Je sais ce que je crois que le prochain premier secrétaire du Parti socialiste, d'ailleurs il l'écrit aussi, ne doit pas être. Il dit la question de 2012, et c'est un peu contradictoire. C'est la question de 2012, dit-il, elle doit être réglée plus tard. Bon, et en même temps, il dessine le profil de quelqu'un qui pourrait être candidat en 2012. Alors là, il y a contradiction. Moi, je crois qu'il faut une personnalité expérimentée, oui. Qu'il faut quelqu'un qui puisse être audible par les Français, oui. Qu'il faut quelqu'un qui soit capable de faire travailler les autres ensemble, oui. Qu'il faut, je pense, c'est mieux un parlementaire. Et pardonnez-moi de le dire ici dans cette enceinte, plutôt un député, parce que c'est là où se fait la confrontation avec le gouvernement, et ça peut être un député du Doubs, absolument. Mais pour autant, je pense que cette question ne doit pas être la question première. Moi, j'ai envie qu'on m'interroge plutôt sur ce que... Voilà, quand j'écris un bouquin, il y a dedans des critiques et des idées. Et quand j'en écrirai un autre, parce que j'en écrirai un autre, il y aura des idées et des propositions. C'est ça qui compte. Après, on est un peu le porte-parole d'une famille politique, on n'est pas autre chose. Moi, je n'ai pas la prétention d'être candidat à la présidentielle de 2012. Je le dis. Je disais, François Hollande dit, je ne m'exclus pas. Moi, je ne m'inclus pas. Très bien. Bon, moi, je voudrais revenir au projet, parce que tout de même, François Mitterrand est parti en 95. Ça fait donc 13 ans que vous n'êtes plus au pouvoir. Alors, à chaque fois, vous nous dites le projet, ça sera à Pâques ou à la Trinité. Mais depuis 13 ans, vous avez quand même eu le temps d'y réfléchir un peu. Madame Claire, Madame Claire, alors, je trouve que vous oubliez quelque chose quand même. Vous oubliez quelque chose. Je vais compléter. Oui. Vous oubliez que ça fait pas 13 ans que nous ne sommes pas au pouvoir. Nous avons été au pouvoir entre 97 et 2002. Je m'en souviens. J'ai été ministre du gouvernement de Lionel Jospin. Pardonnez-moi de vous dire que pendant ces années-là, nous avons agi pour la France. En bien et parfois en mal. Parce qu'à la fin, nous n'avons pas réussi. Mais que nous avions un programme, un projet. Je le sais, j'en étais le rédacteur. En 97, nous avons proposé aux Français 3 choses. Les 35 heures. On aime, on n'aime pas. On l'a fait. Pour moi, c'est une grande conquête sociale, même si on aurait pu être plus souple. Deuxièmement, les emplois jeunes. On l'a fait. Et la jeunesse de ce pays s'en souvient, notamment dans les quartiers difficiles. Et troisièmement, le passage à l'euro. On l'a fait. Et si vous voulez, à l'époque, nous avions, oui, un projet qui était assez simple. Depuis 2002. Est-ce qu'il était en décalage avec le réalisme économique que certains prônent aujourd'hui au Parti socialiste? Je crois me souvenir aussi. Les emplois jeunes, les 35 heures. Je crois me souvenir aussi que ces années-là, quand nous avons fait les 35 heures, les emplois jeunes, mon ami Dominique Strauss-Kahn, aujourd'hui directeur général du FMI, était le ministre de l'économie et des finances. Les Français s'en souviennent parce que c'est probablement le meilleur ministre de l'économie et des finances que ce pays ait connu depuis 30 ans. Nous avons eu une croissance forte. Nous avons eu une dette publique qui se réduisait. Nous avions un déficit qui baissait. Nous avons fait les États-Unis qui était unique. Mais vous n'avez pas donné de réponse. Je ne sais pas ce que vous avez aujourd'hui. Je veux dire, parce que tout à fait, mais je veux pas. Pardonnez-moi d'être taquin, mais la croissance mondiale aujourd'hui est plus forte qu'elle ne l'était dans les années 97-2000. Plus forte. Et le pétrole qui explose. Et la France. Est-ce que vous reconnaissez quand même que le gouvernement et l'économie française sont pénalisés par la situation internationale? Sans aucun doute. Et la tempête financière. Sans aucun doute, mais je parlais de ces années-là. Là, mais on va parler d'aujourd'hui maintenant. Mais je trouve, Madame Claire m'y menait. Je trouve un peu sévère comme ça de dire à l'époque vous aviez une conjoncture formidable et aujourd'hui rien ne va. Ça n'est pas vrai. La croissance mondiale, c'est-à-dire que ce qui tire les exportations, eh bien, est plus forte aujourd'hui. Et le problème de la France, pardonnez-moi de le dire, parce que parlons un peu des problèmes de la France. Oui. Quand l'Allemagne, notre voisin, a un excédent commercial de 200 milliards d'euros, avec la même monnaie que nous,
avec le même prix du pétrole que nous, avec le même cours des matières premières que nous, et que nous avons un déficit commercial de 40 milliards. Conclusion, notre difficulté à nous, c'est être capable de répondre à la demande mondiale qui est forte. C'est la difficulté à exporter, donc à répondre aux demandes d'importation des autres. Une politique de l'offre, une politique industrielle, une politique de l'appareil productif, tout ça c'est tout à fait massif. Et je crois que le gouvernement aurait été inspiré de faire cela en arrivant aux responsabilités, plutôt que ce paquet fiscal qui aujourd'hui plombe nos finances publiques. Et c'est ce qu'on découvre aujourd'hui. On voit que le déficit des finances publiques est important et qui n'a rien fait du tout pour la croissance. Il fallait une politique différente. Et demain, dans un contexte que je n'imagine pas, il faudra une politique différente. Et François Fillon dit que dans ce contexte effectivement très défavorable, la France est solide et s'en sort mieux que ses partenaires européens. Ça n'est pas votre vision. Vous voulez que j'utilise encore une formule? J'ai tendance un peu à dire que, pardonnez-moi, avec tout le respect que je dois au Premier ministre de la France, c'est du blabla. Parce que pendant la campagne présidentielle, il y avait un candidat qui s'appelait Sarkozy, qui a mené une excellente campagne, je l'ai dit. Et il avait déclaré, vous retrouverez ça partout, une fois élu, une fois que je serai élu, disait-il, il y aura un choc de croissance et de confiance. Où en est la croissance? 1,5%, plus faible que depuis toutes ces années. Et où en est la confiance? Dans les chaussettes. C'est ça la réalité que les Français ont dit. Et donc, si vous voulez, on est dans une situation où, franchement, quand on promet trop, après, il ne faut pas s'étonner qu'on ne vous croit plus. Ça, c'est la fable de celui qui crie au loup. À la fin, on ne le croit plus. Alors, l'opposition ne sait... Oui, Christine Claire voulait compléter. Ce que je voulais dire, au fond, que la question à laquelle vous n'avez pas répondu depuis 13 ans, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est socialiste face à la mondialisation? Bon, vous n'avez pas... Jospin a eu des heures fastes, mais il répondait aux salariés de Vilvoorde ou de Lue, l'État ne peut pas tout faire. Donc il y avait un constat d'impuissance. Comment vous retrouvez une puissance en politique? Comment le politique peut-il encore faire quelque chose? Bon, ça, les socialistes n'y ont pas répondu depuis 13 ans. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui face effectivement aux déficits qui se creusent, à la croissance qui ralentit? Mais moi, j'ai une réponse assez... Et à la fuite des capitaux. J'ai une réponse assez constante. Cette réponse s'appelle l'Europe. Cette réponse s'appelle l'Europe. Et moi, je reste très fier d'avoir appartenu à ce gouvernement de Jospin, qui est celui qui a permis à la France d'entrer dans l'euro, alors que Jacques Chirac lui-même, quand il a dissous l'Assemblée nationale en 97, n'y croyait pas. Je pense que l'euro est une très grande protection pour nous. Bien sûr, son cours est trop élevé. Évidemment, ça pénalise nos exportations. Mais en même temps, je n'ose pas imaginer dans quelle situation nous serions avec cette tourmente boursière, cette tourmente financière, si nous n'avons pas cette monnaie qui nous protège. Mais je reprends à mon compte ce que disait Jacques Delors. L'euro protège, mais l'euro ne dynamise pas. Et toute la question face à la mondialisation, c'est comment, non pas on fait l'Europe politique, le traité de Lisbonne ou le traité constitutionnel, parce que ce sont des instruments, mais comment on fait pour avoir une Europe qui promeut d'abord, qui promeut ces hommes et ces femmes à travers l'économie de la connaissance. En 2000, on avait mis en place ce qu'on appelait la stratégie de Lisbonne, pour faire de l'Europe l'économie la plus performante, la plus compétitive du monde, avec un haut niveau d'éducation. Comment transformer ça? Et nous avons une présidence française de l'Union européenne dans quelques mois maintenant. Ce que j'attends, c'est qu'on propose un nouveau Lisbonne pendant cette présidence française. Deuxième chose, il faut une Europe qui protège ses salariés. Et qui les protège, y compris en réparant les dégâts de la mondialisation. Moi, je suis député du Doubs, vous l'avez dit, élu du pays de Montbéliard, une zone industrielle sinistrée. Ce que j'attends de l'Europe, c'est qu'elle soit capable d'aider les hommes et les femmes touchés par cela à se reconvertir, à se former, à implanter d'autres industries. Je crois que c'est là-dessus qu'on doit travailler, sur un projet européen et français. Oui, parce que est-ce que vous n'oubliez pas un peu trop dans votre discours le chaînon national, puisque vous preniez à juste titre l'exemple, la comparaison avec l'Allemagne. L'Allemagne a une politique industrielle beaucoup plus forte que la politique française. Donc c'est pas seulement la question de l'Europe, c'est la question aussi des politiques nationales. Mais je complétais ce que je disais par rapport à la politique de l'offre ou à l'appareil productif. Je crois que c'est tout à fait majeur d'avoir une vraie politique industrielle pour un pays, parce que qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi est-ce que nous on a 40 milliards de déficit là où ils ont 200 milliards d'excédents? C'est parce que les entreprises allemandes, elles produisent en Allemagne. Les entreprises françaises, bien souvent, quand elles implantent des usines, moi je le vois pour celles que je connais, PSA, eh bien souvent, sont des usines qui sont implantées ailleurs. Ce qui fait que ça ne se retrouve pas dans les chiffres du commerce extérieur. Nous sommes un pays dans lequel les autres investissent, mais nous investissons chez les autres. Enfin, PSA se développe notamment en créant des usines à l'est, en République tchèque. C'est exactement ce que je vais vous dire. Et donc en termes de balance commerciale, ça se traduit par rien. Et ça, il faut réapprendre effectivement à bâtir. Vous savez, dans les années 97-2000, et puis ensuite aussi, il y avait une grande problématique en Allemagne qui s'appelait le Südallemagne, Standort Deutschland.
je pense qu'il faut aussi réfléchir au site France. Mais l'Europe est aussi une dimension qu'on doit explorer beaucoup plus. Et il faut agir sur ces deux claviers bien davantage que nous le faisons aujourd'hui. Et j'aurais aimé qu'une politique intelligente soit une politique qui mette l'accent sur ça. Et je crois que c'est là-dessus aussi qu'il faut réfléchir. On a quand même le sentiment que depuis des années, je reprends un peu ce que disait Christine Claire, la réflexion du PS n'a pas beaucoup porté sur l'industrie, sur Je le confesse. Ouais. Moi-même, je l'ai dit, je crois qu'il faut remettre ce Parti socialiste au travail et que tout l'enjeu après 2008, c'est que pendant 2 à 3 ans, jusqu'à ce qu'on arrive à la primaire qui désignera le candidat des socialistes ou la candidate des socialistes, eh bien on se mette au boulot sur les idées. Moi, si j'étais premier secrétaire, je commencerais par dire, voilà, nous avons un certain nombre de conventions thématiques à organiser. J'ouvrirais ça aux forces sociales. J'ouvrirais ça... Oui, comme l'avait fait Jospin, comme je l'avais fait avec lui, notamment sur cette grave question qui était la question de la mondialisation et de l'Europe. Et vous savez, quand à l'époque nous avons décidé de passer à l'euro, c'était pas évident dans notre culture. Pas évident. Eh bien, nous avons fait un long exercice de conviction, de pédagogie pour dire que la mondialisation n'était pas un ennemi pour les socialistes, qu'elle était quelque chose qui avait une double face, des aspects positifs et des aspects négatifs. C'est toujours pas évident pour certains de nos camarades. C'est pour ça que je recommencerai, si vous voulez. Je recommencerai non pas pour la pédagogie, mais parce qu'en plus, la situation de 2008 n'est pas celle de 1995-96. Donc nous avons un travail à faire. Moi, je commencerai par là. Quand je le dis avec un S ou avec un I, je ne sais pas si je commencerai au futur ou si je recommencerai au conditionnel, mais je crois que c'est ça dont on a besoin. On n'a pas besoin d'un chef, on n'a pas besoin de quelqu'un qui soit en face de Sarkozy toute la journée. Vous évoquiez le cas de Nicolas Sarkozy tout à l'heure, qui a remis l'UMP au travail il y a quelques années, mais d'abord Nicolas Sarkozy s'est imposé comme le leader incontesté de cette formation politique avant de la reconstruire à sa main. Est-ce que la question du leadership ne découle pas celle du travail? Je ne fuis pas cela, simplement je note 2 choses. La première chose, c'est que la présidentialisation, l'hyper-présidentialisation avec Sarkozy nous mène où nous sommes, c'est-à-dire dans un mur, et le mène où il est, c'est-à-dire dans une impasse. Voilà la réalité. La deuxième chose, c'est qu'il y a, à droite, c'est quand même ce qui nous distingue un peu quand même, un culte de l'autorité, du chef, qui n'existe peut-être pas à gauche, et je crains pour ma part que si demain nous choisissons un présidentiable, ça peut arriver, eh bien en réalité le lendemain s'ouvre pour lui ou pour elle un procès en légitimité, que pendant 4 ans en réalité on commence à réfléchir à qui va prendre sa place. Et vous savez, il faut quand même aussi relativiser les choses. Quand Nicolas Sarkozy prend l'UMP, je crois que c'est en novembre 2004, quelque chose comme ça, en tout cas c'est en 2004, eh bien à l'époque Jacques Chirac est président de la République, il pense à se représenter. De Villepin est nommé Premier ministre quelques mois après, il pense à se représenter. Et Nicolas Sarkozy devient effectivement le candidat de sa famille politique le 14 janvier 2007. Je ne connais pas en Europe, j'en parlais hier avec le secrétaire général du SPD, le parti allemand, de grands partis qui désignent son candidat 4 ans à l'avance. Ça, vous affichez une pancarte, une sorte de cible géante, et vous dites tirez dessus, vous le dites à ses copains, vous le dites à ses camarades, et vous le dites à ses adversaires. Si c'est ça aussi les partis sociaux-démocrates en Europe, dont le patron naturel n'est pas le candidat naturel justement à l'élection. Rares aussi sont les pays en Europe qui ont un président de la République qui a autant de pouvoir que le nôtre, ce qui d'ailleurs est un problème, peut-être pas un hasard, parce que quand vous êtes au Conseil européen, vous savez, on appelle ça la réunion des chefs d'État et de gouvernement. En réalité, il y a un chef d'État. Enfin, il y en a 2, parfois le président finlandais vient insister, mais il n'a pas de pouvoir. Donc on est quand même dans une situation extrêmement spécifique. Et moi, je suis plutôt pour une lecture parlementariste, gouvernementaliste de nos institutions démocratiques. Alors qu'est-ce qui vous différencie de Ségolène Royal? Elle est à l'offensive, elle réclame également le leadership et elle donne une interview présentée de fond dans Le Point, qui sort cette semaine. Elle dit qu'il faut en finir avec les conformismes. Elle parle de l'économie moderne, elle parle de la compétitivité. Vous dites, vous ne parlez pas que de Nicolas Sarkozy dans votre livre, vous parlez quand même un peu à la fin du Parti Socialiste. En creux, quand même, en parlant de Sarkozy. Bien sûr. Et vous dites qu'il faut que le PS se libère de son surmoi gauchiste. Est-ce que finalement, il n'y a pas des similitudes très fortes entre les deux discours? Je vais vous dire, moi quand je lis les journaux, et que je vois qu'on me dit le Parti Socialiste doit être dirigé par Ségolène Royal. Bon. Ou qui doit être dirigé par Bertrand Delanoë. Très bien. Ou par Martine Aubry. Excellent. Ou par Julien Drey. Formidable. Ou par moi-même. Encore mieux. Ou par d'autres. Je me dis au final quand même une chose. Qu'est-ce qui différencie sur le fond toutes ces personnes? Eh bien, je vais vous dire, pas grand-chose. Et c'est pour ça que je souhaite, pour ma part, que nous n'ayons pas de division artificielle. Je souhaite qu'on soit capable de faire un pacte socialiste. Des gens qui sont des réformistes assumés, qui sont capables effectivement de dire, oui, nous vivons dans la mondialisation. Nous sommes Européens. Nous voulons des réformes. Nous sommes capables aussi d'assumer des choses difficiles. Par exemple, sur les retraites, sur le vieillissement, sur les institutions. Tout cela, je crois qu'il faut... Oui, il faut être... Vous êtes député,
vous ne serez pas un opposant systématique, parce que le gouvernement, il engage là les réformes importantes, la modernisation économique, les retraites. Vous ne serez pas un opposant systématique. Il faut discuter de cela. Je pense par exemple qu'il y a des choses qui sont assez inéluctables, c'est-à-dire l'allongement de la durée de cotisation, on sait, mais après il faut des contreparties. Et puis je prends un autre exemple sur les institutions. Il ne faut pas qu'on fasse l'opposition systématique sur ce sujet-là. Pas du tout. Je pense que nous avons des demandes à faire. Je pense que le projet Balladur est un projet qui est intéressant comme base, mais qui n'est pas acceptable en l'état. Mais qui a des avancées. Pas acceptable. Il y a 2-3 choses qui sont pas acceptables. Par exemple, je pense que le droit d'adresse comme ça du président de la République, c'est pas une bonne chose. Je souhaiterais qu'on ajoute la proportionnelle. Je souhaiterais qu'on ajoute le non-cumul des mandats, qui sont des choses qui, d'ailleurs, ne procèdent pas de la révision constitutionnelle, mais qui sont discutables, si vous voulez. Je voudrais qu'on ouvre une vraie discussion avec le pouvoir sur cette question-là, et qu'on ne soit pas dans l'attitude traditionnelle d'avoir à prendre ou à laisser. D'ailleurs, je vous signale une chose, c'est que si on laisse, cette réforme, elle n'existera pas. Bien sûr. Et donc, vous êtes prêt donc à la voter s'il y a des aménagements et si cette discussion a lieu, vous le dites. Je dis en l'état, ça n'est pas votable, oui, mais il faut entrer dans une discussion avec le gouvernement, avec le président de la République. Et je crois que qu'est-ce qui vous ferait pencher pour le oui, je vais citer quelques questions. Oui. Je vais en donner 3. Proportionnel, une dose de proportionnel à l'Assemblée nationale. Nous le demandons fortement. Une dose de proportionnel à l'Assemblée nationale. Non cumul des mandats. Bon, parce que là-dessus, il faut aller vers ça de manière forte. Et puis, la réforme du Sénat aussi est possible. Réforme du corps électoral. Du Sénat. Lorsque vous dites que vous êtes favorable à l'allongement des cotisations pour c'était inévitable, oui. Y compris pas vitam aeternam, hein, c'est pas faire 42, 43 mais lorsque vous rencontrez mais on va pas revenir à 37 annuités et demi. Oui, mais pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des métiers qui sont plus durs que d'autres. Lorsque vous rencontrez les ouvriers de Peugeot qui sont dans votre circonscription, vous leur dites que c'est inéluctable, il faut allonger. D'abord, je n'ai pas prononcé le mot inéluctable. Je dis simplement que on doit traiter ce problème du vieillissement, ce problème des déséquilibres financiers. On doit le faire avec des valeurs qui sont les nôtres. Et justement, quand je parlais de contrepartie, c'est de quoi? C'est qu'il faut tenir compte de la pénibilité des métiers. Il faut tenir compte des différences d'espérance de vie. Il faut tenir compte du moment où on est entré dans la vie active. Voilà toute une série de données qu'il faut prendre en compte. Si on est uniquement sur la règle à calcul... Vous pensez que le gouvernement est sur la règle à calcul actuellement? Je n'en sais rien, j'attends son projet. Je vous dis simplement quelle est l'attitude. Je vous dis qu'il ne faut pas fuir la réalité, qu'on ne peut pas nier les problèmes. Ce problème existe. Et qu'en même temps, il faut le traiter, pour ce qui nous concerne, avec des propositions qui, justement, visent à prendre en compte exactement ce que vous dites, c'est les inégalités devant la vie, devant l'espérance de vie et devant aussi la retraite. Voilà la façon dont ce problème doit être traité, et non pas en revenant sur des slogans qui sont irréalistes. C'est-à-dire qui ne sont pas si vieux, hein. Qui sont pas si vieux. Qui datent parfois même de la campagne présidentielle. Mais là-dessus, j'espère que le gouvernement entendra, j'espère qu'il en tiendra compte davantage que dans l'affaire des régimes spéciaux, où finalement, par d'autres voies, il est arrivé là où il aurait pu partir. Christine Claire. Vous avez noté que finalement, tous les candidats à la tête du PS étaient à peu près sur la même ligne. Alors, on avait noté juste avant les municipales, on cherchait des petites différences comme ça. Alors, on s'est aperçu, par exemple, que Martine Aubry était pour une alliance avec le MoDem, comme Ségolène Royal. En revanche, Bertrand Delanoë n'était pas pour cette alliance. Alors, le sujet est peut-être moins d'actualité, mais tout de même, c'était un peu mettre le curseur plus ou moins vers le centre, ou plus ou moins à gauche. Alors, vous pensez qu'il va s'arrêter où, ce curseur? Je ne dis pas Martine Aubry qu'elle est centriste, parce que vous seriez très fâché avec elle. Elle a ouvert les bras au MoDem alors qu'elle n'en avait pas besoin. Donc écoutez, moi, il me semble que par rapport à cette affaire du MoDem, il y a deux choses qui sont claires pour moi. Deux bornes. La première, c'est que c'est plus un tabou de discuter avec les centristes. Quand je vois des maires importants comme François Rebsamen, numéro 2 du PS, qui prend le MoDem au premier tour. Quand je vois un maire comme mon ami Michel Destot, maire de Grenoble, qui prend le MoDem au premier tour. Il y en a beaucoup d'autres. Quand je vois Martine Aubry, qui incarne aussi une culture de gauche, un département de gauche, qui prend le MoDem au second tour. Quand je vois Bertrand Delanoë, qui ne prend pas le MoDem, mais parce que le MoDem ne s'est pas déterminé au premier tour, il aurait très bien pu le faire aussi. Mais tu avais quand même lancé quelques appels du pied, c'est appuyé. Voilà, il avait dit avant, si vous vous prononcez, je l'envisagerais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de tabou. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en même temps, l'improvisation, ça marche pas. Moi, j'ai pas envie qu'on parle aux centristes entre les deux tours d'élection, en bricolant, et puis qu'après, on n'en parle plus. Vous pensez à qui, Pierre Moscovici, quand vous parlez d'improvisation? Mais je pense à tout le monde. Il me semble que le Parti Socialiste, la candidate, elle a eu raison, Ségolène Royal, puisque vous sous-entendez ça. En 2007, elle a eu raison de tendre la main à François Bayrou. En revanche, la façon dont ça a été fait a été improvisée. Et à la fin, ça a abouti à cette
Palinodi, là, qu'elle décrit dans son livre, mais que je ne veux pas rappeler. Voilà, comme le monsieur qui n'ouvre pas la guitare sur le balcon, l'homme qui n'ouvre pas parce qu'il craint la panne amoureuse. Bon, c'est ce qui est écrit dans le livre de Ségolène. Hein. Et puis entre les deux tours, là, c'est pareil. On l'a fait ici, on l'a pas fait là. Moi, j'ai une proposition beaucoup plus structurée. C'est de créer ce qu'on appelle les assises des progressistes, comme on avait fait dans les années 92, 13, 14, des assises des transformations sociales, et qu'on soit capable de dire avec les centristes, bon ben chiche, sur quoi sommes-nous d'accord? Quand j'entends François Bayrou parler de la démocratie, je suis d'accord, de la République, je suis d'accord, de la laïcité, oui, je suis d'accord, et je le trouve beaucoup mieux là-dessus, bien que catholique pratiquant, que Nicolas Sarkozy, qui ne l'est pas. Sur la maîtrise de la dépense publique également? Sur la maîtrise de la dépense publique, on peut parler. Sur l'Europe, on peut parler. Il y a d'autres sujets sur lesquels on ne sera pas d'accord, l'économie et le social, mais qu'au final, qu'on fasse un peu l'inventaire, si vous voulez, et qu'au final, on sache, en 2012, si on fait alliance. Sur quoi? Qu'il y ait du contenu là-dedans. Parce que les petits accords d'appareil entre deux tours, tout le monde en a marre. La première victime, ça a été François Bayrou lui-même, parce qu'il a été absolument illisible. D'ailleurs, il faut que le MoDem se positionne lui-même, qu'il ne pense pas qu'il est l'alpha et l'oméga de la vie politique française. Mais nous devons ouvrir la porte et ouvrir le dialogue, le débat, pas entre les deux tours. Que le Parti Socialiste doit se libérer de son surmoi gauchiste, vous prônez là de nouvelles alliances au centre, effectivement, en abandonnant d'anciens partenaires traditionnels de la gauche. Pas du tout. Non. Non, pas du tout. Je pense que nous devons garder nos partenaires de gauche. Ça surprend peut-être maintenant, vous savez, le look que je peux avoir, mais j'étais moi-même à l'extrême gauche il y a assez longtemps, maintenant il y a une trentaine d'années. Je connais ça. Et j'ai observé d'ailleurs que l'extrême gauche avait fait des très bons scores pendant les élections municipales, et on ne peut pas négliger les aspirations de ces électeurs-là. Donc je ne suis pas du tout pour un renversement d'alliance. Mais quand je parle de surmoi gauchiste, c'est-à-dire que quand je parle à l'extrême gauche, j'ai pas envie de faire de concessions sur le fond. J'ai pas envie de devenir anti-européen. J'ai pas envie de considérer que la mondialisation est à rejeter en bloc. Ce serait stupide. J'ai pas envie de dire des choses que je ne pense pas. J'ai envie de parler de la réalité. J'ai pas envie de parler d'un monde qui est un monde d'utopie ou un monde de mensonges. Je veux que le socialisme soit une parole de vérité qui parle du monde d'aujourd'hui, de l'Europe d'aujourd'hui, de la France d'aujourd'hui. Et donc, il faut être capable de parler avec sa gauche, mais pas comme elle nous parle. Moi, j'ai pas envie d'adhérer maintenant au parti, à la Ligue communiste révolutionnaire. J'en suis sorti il y a 30 ans. Vous avez évoqué la laïcité, la défense d'un certain modèle social, les valeurs, le style. Hein. Ce sont des chapitres de votre livre, justement. Hein. Le liquidateur. Vous dites que le Parti socialiste doit prendre le temps nécessaire pour conduire sa rénovation. Vous dites, là, ça va mal finir, il est temps de le dire. Vous dites, pour le président de la République, un an, ça suffit. Non, parce qu'il est légitime jusqu'à 2012. J'espère qu'il entendra aussi les messages. Mais vous savez, j'ai des doutes. C'est-à-dire que moi, la meilleure formule que j'ai entendue sur Nicolas Sarkozy, elle n'est pas d'un homme politique. Quelqu'un que j'aime beaucoup, elle est de Claude Chabrol. Nicolas Sarkozy, c'est un homme qui est très intelligent, mais qui réfléchit peu. Et au total, quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore devenu président. Vous me direz, c'est un opposant qui le dit. Mais il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de vos confrères qui le disent. Je pense que ce que les Français lui ont dit aussi. Arrêtez d'être aussi narcissique. Arrêtez de vouloir concentrer tous les pouvoirs. Ayez un projet qui soit lisible et pas uniquement des réformes, un discours qui soit un discours flou. Et puis aussi respectez vos promesses. Je crois que sur tous ces plans-là, Nicolas Sarkozy, jusqu'à présent, ne s'est pas haussé à la hauteur de sa fonction. Je dirais même qu'il l'a partiellement et souvent même abaissé. Je ne parle pas de comportements vulgaires qu'il a pu avoir, comme la façon dont il a apostrophé ce malheureux au salon de l'agriculture. Vous consacrez un chapitre. Enfin, vous en parliez très longuement de son style. Hein. Oui, parce que je reprends à mon compte la phrase de Buffon, le style c'est l'homme. Oui. Alors, mais vous parlez également de menaces pour les libertés publiques. Est-ce qu'il n'y a pas certains excès du pamphlet dans votre livre? Écoutez, il y a une chose qui franchement m'a scandalisé. Je ne vais pas dire comme Ségolène Royal que je l'ai là, mais je l'ai là. C'est la loi Dati sur la rétention de sûreté. C'est-à-dire cette loi qui rompt avec tous les principes de la justice des libertés. Nous sommes un pays en France dans lequel, quand quelqu'un commet un crime, il est jugé. Et il doit être condamné de manière sévère. Ensuite, il effectue sa peine. Et après, il a payé sa dette à la société. Le fait de créer cette espèce de surpeine dans laquelle on maintient en détention, sans jugement, des hommes, parce que ce sont des hommes, non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils sont susceptibles de faire, ça me paraît liberticide. J'ai trouvé ça lamentable. Le mot peine est récusé par le Conseil constitutionnel. Je sais, mais bon, en l'occurrence, je crois que j'aurais aimé qu'il soit plus courageux, même si, pour ma part, contrairement à Nicolas Sarkozy, je respecte la décision du Conseil constitutionnel. Je respecte. Et là, Nicolas Sarkozy a montré aussi qu'il ne respectait pas la décision de la juridiction suprême. Il a même essayé de la contourner en faisant appel au premier président de la Cour de cassation. Où est-ce que je veux en venir? Puisqu'on parle du socialisme et de son avenir. Moi, je me souviens d'une période. On est ici au Sénat.
Il y a quelques temps, moi j'étais nommé député de l'année et Robert Badinter était sénateur de l'année. Je me souviens de la période où le socialiste n'avait pas peur des libertés, où on n'était pas en train de se faire imposer les valeurs des autres. Moi j'aime la sécurité, mais je ne suis pas prêt à tout faire pour la sécurité. Je suis pas prêt à abdiquer les libertés pour la sécurité. Alors là, oui, vous avez raison sur ce chapitre-là, il y a du pamphlet. Parce que je suis vraiment en colère quand je pense à ça. Et après tout, vous savez, le mot libéral, là aussi c'est comme la mondialisation, c'est un mot qui a deux sens. Il y a un mot que j'aime pas, c'est l'ultralibéralisme ou le néolibéralisme économique. Il y a un sens de libéralisme que j'aime, c'est le respect des libertés. Et moi, je me battrai pour qu'on retrouve dans la famille socialiste cette tradition libérale au bon sens du terme, le socialisme des libertés. Et vous avez dit ce projet-là, je suis social-libéral? Non, je suis pour un socialisme des libertés. Je pense que le socialisme doit opposer une vision des libertés à cette vision de l'ordre. Vous savez, quand on aurait parlé d'ordre juste, c'est une formule un peu compliquée. La liberté, les libertés. Pour nous, ce sont des valeurs qui sont extrêmement fortes. Et je crois que si les socialistes ne sont pas capables de recommencer à être les défenseurs des libertés, alors à ce moment-là, ils s'affaiblissent. Allez, une petite question encore sur Ségolène Royal, parce que Le Point donc publie cette interview cette semaine, et sur la couverture, il y a cette interrogation, qui peut l'arrêter? Vous avez une réponse? Qui peut l'arrêter? Alors que vous avez vu ces meetings pendant la campagne des municipales, elle était acclamée partout, accueillie dans la rue. Qui peut l'arrêter? Faut-il l'arrêter? S'il faut l'arrêter, qui? L'arrêter où, à quoi? Dans son ambition. Je pense que ce qui peut l'arrêter, dans la tentation fausse qu'elle aurait d'être premier secrétaire du Parti Socialiste, ce serait sa propre réflexion. Pourquoi fausse la tentation? Parce que je pense que ce n'est pas son intérêt. Et pourquoi sa réflexion? Parce que je crois qu'elle est assez intelligente pour savoir que ce n'est pas son intérêt. C'est-à-dire que si elle briguait la tête du Parti Socialiste maintenant, on aurait un congrès qui serait extrêmement désagréable, tendu, on a déjà connu ça. Il donnerait un résultat, elle l'emporterait, elle ne l'emporterait pas. Si elle l'emportait, dès le lendemain, ça repartirait, il n'y aurait pas d'ordre pour le Parti Socialiste, il n'y aurait pas de légitimité clairement reconnue. Si elle ne l'emportait pas, alors à ce moment-là, elle aurait perdu, elle aurait été arrêtée aussi. Je pense que c'est beaucoup plus sain, y compris pour préserver son propre avenir de présidentiable, eh bien de dire, au fond, mettons le parti au travail de manière plus collective, n'ayons pas cette espèce de volonté de préempter les choses pour plus tard, ce n'est pas son intérêt. Et comme c'est une femme intelligente, je pense que sa réflexion peut l'arrêter dans cette idée qui ne serait pas bonne ni pour le parti, ni pour elle. On vous écoute, alors c'est vous le cataclysme? Non, c'est pas un cataclysme, c'est Est-ce que vous décrivez comme situation... Je parle de son intérêt. Cataclysme, non. Je pense que c'est une confrontation. Vous savez, après tout, c'est un pari qu'on peut faire. Si elle décide d'être candidate, et puis si Bertrand Delanoë décide d'être candidat aussi, ça donne une physionomie au Congrès du Parti Socialiste. Il nous reviendra à tous de le maîtriser. Et puis à ce moment-là, il leur reviendra à eux, d'abord, de faire la preuve que tout ça... Je crois que Bertrand Delanoë disait hier, on peut se différencier sans se diviser. C'est une bonne formule. Moi, mon expérience du Parti Socialiste fait que je sais que on démarre dans ce genre de truc. Au départ, la confrontation est doucereuse. Et puis à la fin, elle est dangereuse. Et je souhaite qu'on l'évite. Mais cataclysme, je n'utiliserai pas ce D'accord, mais terme-là. vous assumez votre utopie parce que qui vous soutient? Quelles sont vos forces quand on regarde la répartition des courants, des forces, des fédérations au sein du parti? Qui vous soutient? Je raisonne pas tout à fait comme ça. Non, comment? Mais je suis pas du tout un homme seul. Le commun Vous n'êtes pas seul. dénominateur, c'est ça? Vous espérez être le commun dénominateur? Non, je Entre pense tous que ces si vous courants. voulez, je souhaite moi, bon, évidemment j'ai des gens qui me soutiennent, j'appartiens à un courant du Parti Socialiste, celui qui a été avec Dominique Strauss-Kahn, je ne l'abandonne pas, je ne le trahis pas, c'est ma famille social-démocrate, il compte beaucoup d'élus. Ici, dans le groupe, au Sénat par exemple, il y a une trentaine de sénateurs qui se reconnaissent de cette famille-là, et donc si je devais y aller, je ne serais pas seul. Mais c'est pas comme ça que je raisonne, parce que je pense qu'on n'a pas besoin des vieux courants, on a besoin de créer quelque chose de nouveau, et ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une alliance des réformistes au sein de ce parti, sur une base claire, et qu'ensuite on décide, après, qui est le meilleur capitaine pour mener ce collectif. Les militants, ce sont les militants qui décident. Tout à fait. Et là, par rapport à ça, oui, je pense avoir quelques qualités pour l'être, mais je suis pas seul. Il faut arrêter ce côté égotiste. Je suis pas seul, mais pas le plus mauvais. Quelques questions de fond. J'espère. On a évoqué par ailleurs la présence de Nicolas Sarkozy à Londres lors de sa visite d'État de 48 heures. Il évoque l'envoi de renforts en Afghanistan. Est-ce que vous approuvez? Non, je n'approuve pas. Je pense que c'est contradictoire avec les engagements qu'il avait pris pendant sa campagne électorale. Je pense que nous sommes là dans quelque chose qui est un peu différent de l'Irak, mais qui risque fort de tourner aussi au bourbier. Et je crois qu'en réalité, c'est une décision qui est prise pour l'Afghanistan, mais aussi pour autre chose. Parce que derrière, il me semble, c'est pas un hasard, je crois que ce sera annoncé la semaine prochaine dans un sommet de l'OTAN,
Il faut voir les conditions, les modalités. Donc je n'approuve pas a priori, mais je demande à voir. Eh bien, je crois qu'en réalité, derrière tout ça, il y a une volonté plus forte, qui est de faire rentrer la France dans les structures de commandement intégré de l'OTAN, que je n'approuve pas non plus. Vous savez, moi, je n'aime pas l'anti-américanisme. J'ai vécu aux États-Unis, j'aime les États-Unis, je me passionne pour la primaire Obama-Clinton comme beaucoup. Je ne ferai pas de procès en atlantisme à Nicolas Sarkozy. Mais je constate qu'il est beaucoup... Absolument. Mais qu'il est beaucoup trop aligné, je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir à Washington, mais j'irai bientôt, qu'il est beaucoup trop aligné, Nicolas Sarkozy, sur les positions, non pas des États-Unis en général, mais de l'administration Bush. Mais quand même, dans cette affaire d'envoi massif quand même de troupes en Afghanistan, on est quand même très surpris par l'absence totale de réaction du Parlement. Que ce soit l'opposition ou la majorité, on pourrait s'attendre à ce que les parlementaires demandent un débat sur cette question. Mais vous me tendez la perche. C'est-à-dire que cette annonce, c'est une annonce toute fraîche. Elle sera concrétisée la semaine prochaine, je crois que c'est les 1er et 2 avril, lors du sommet de l'OTAN. Je demande ici qu'il y ait un débat au Parlement sur cette question, pour une raison extrêmement simple, parce qu'il faut aussi, on parlait tout à l'heure de république, de démocratie, faire en sorte que le Parlement soit associé aux grandes décisions concernant la politique étrangère, surtout quand des troupes françaises sont appelées à aller sur le terrain. Un débat et un vote, sanctionné par un vote. Un débat au moins. Dans une grande démocratie normale, il y aurait un vote. Aux États-Unis, il y aurait un vote. Mais en même temps, pourquoi on ne demandait pas un vote? Parce qu'on n'a pas tout à fait la même constitution. Je tiens compte de cela, parce qu'il y a une prérogative du chef de l'État, mais un débat au moins. Écoutez, je me souviens que quand nous étions au pouvoir, je ne parle pas des années avant 95, j'étais un peu bébé. Non, je parle de la guerre du Kosovo. Eh bien, je me souviens très bien que nous avions organisé, que Lionel Jospin avait tenu à organiser un débat à l'Assemblée nationale sur la question. Et il faut absolument le faire pour informer et puis pour connaître le sentiment de la représentation nationale. Je crois que c'est indispensable. Si cette décision est confirmée et annoncée avec cette ampleur, il faut absolument le faire. Michel. Oui, bien sûr, on y arrive. Donc sur le Tibet, on a évoqué la possibilité d'un boycott des JO et plus généralement de la part du président de la République, d'un boycott de la cérémonie d'ouverture. Nicolas Sarkozy doit-il boycotter cette cérémonie? La réponse est oui. D'ailleurs, je l'y ai appelé quelques jours avant qu'il s'exprime. Nicolas Sarkozy a mis du temps à réagir sur le Tibet, beaucoup de temps. D'ailleurs, quand il était allé en Chine, il s'était bien gardé d'évoquer la question des droits de l'homme. Il préférait nettement la diplomatie du carnet de chèques. Il avait même oublié, enfin pas oublié, il avait évité d'emmener là-bas notre secrétaire d'État aux droits de l'homme, Ramayad. Là, il n'avait pas envie d'en parler, c'est clair. Et puis, il sent qu'il y a un mouvement d'opinion qui se crée, il en parle. Tant mieux, parce que je crois qu'il ne faut pas être autiste sur des sujets comme ça. Cela dit, 1, c'est tard, et 2, c'est mal, et 3, c'est trop peu. Oui, mais c'est difficile quand on est au pouvoir. Vous avez vu dans son blog Alain Juppé dire il y a certes des disgrâces d'État, mais il reconnaît qu'à sa place... Oui, enfin, c'est ce que moi, je retiens d'autres choses du blog d'Alain Juppé. Oui. Une formule que je trouve extrêmement forte, parce que le terme qui a été utilisé, le terme on appelle la Chine à la retenue. Oui. C'est quoi? C'est tuer avec retenue? Ça, c'est Juppé qui l'a dit. C'est pas moi. Et il a entièrement raison. Le mot retenu est un mot malheureux. Je dis bien malheureux. Quand j'ai dit c'était tard, j'ai dit que c'était malheureux. Et je dis aussi que c'est trop peu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire uniquement, on va étudier. Moi, je fais une proposition très concrète. C'est que Nicolas Sarkozy s'engage, comme futur président de l'Union européenne, il va l'être à partir du 1er juillet, à proposer aux Européens une réponse collective sur cette question du boycott. Et si l'attitude de la Chine ne change pas, si elle n'ouvre pas un dialogue avec les Tibétains, non pas sur l'indépendance, parce que le Dalai Lama ne la demande pas, mais sur l'autonomie culturelle du Tibet, sur la reconnaissance de cette religion, de ces pratiques, s'il renonce à son ambition de faire en sorte de choisir lui-même le prochain Dalai Lama, alors à ce moment-là, si tout cela ne se passe pas avec Pékin, il faut boycotter la cérémonie d'ouverture des Jeux, et je souhaite que le président de la République, 1, y soit, et 2, propose aux Européens de le faire. Enfin, il est temps qu'il parle avec un peu de force sur ces sujets-là. Vous savez, je lisais ce matin dans Libération à quoi sert Kouchner. Dans mon livre, je l'écris à quoi il sert à Sarkozy, mais il se dessert lui-même profondément, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'amitié, c'est quelqu'un qui a fait des choses énormes dans sa vie. Tout le monde n'a pas inventé un concept international comme le droit d'ingérence. Tout le monde n'a pas été un grand militant des droits de l'homme. Et le voir aujourd'hui avaler des bois sur Kadhafi, ou avaler des chapeaux sur le Tibet, j'ai de la peine pour lui d'ailleurs. On le sent, c'est un homme qui aujourd'hui est déchiré par un conflit intérieur. Mais en même temps, je ne l'accable pas. Il reconnaît qu'il a des états d'âme. On en a toujours quand on est ministre, hein, Pierre Moscovici. Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Je pense que franchement, il faut se sentir globalement en accord avec ce qu'on fait. Et là,
il y a un malaise presque physique qu'il ressent. Mais moi, je ne l'accable pas. Je ne suis pas du tout sur l'attitude de Jacques Lang qui consiste à l'apostropher lui. Ah bon? Non. Vous lui dites de revenir dans la famille? Non. Celui que j'apostrophe, c'est le président de la République. Parce que je crois que Bernard Kouchner, il fait simplement ce qu'il peut, dans une position qui est inconfortable et qu'il n'aurait pas dû choisir. Tout de même, dans votre livre, vous reprochez quand même à vos anciens amis de s'être fourvoyés et vous leur dites cette expérience ira pas très loin. Je distingue les choses. C'est-à-dire qu'il y en a que je considère comme non seulement d'anciens amis, mais des amis. Quand je vois Bernard Kouchner, c'est un ami. Quand je vois Jean-Pierre Jouyet, c'est un ami. Quand je vois Martin Hirsch, je le connais moins bien. Je ne peux pas le qualifier d'ami personnel, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime. Je pense que ceux-là, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de la présidence française, c'est leur devoir. Et après, qu'ils s'en aillent. Parce qu'ils n'ont rien à faire dans cette galère. Très bien. Les autres, Besson ou Bockel, sont des hommes de droite. Peut-être des bons copains, mais voilà. Allez, le liquidateur, c'est donc le titre de ce pamphlet, on va dire comme ça, non, de cet ouvrage virulent. Énergique. Énergique, c'est pour le moins, que vous consacrez au chef de l'État chez Hachette Littérature, en attendant donc un autre ouvrage qui portera plus sur vos propositions de rénovation pour le Parti Socialiste. Merci Pierre Moscovici, bonsoir à tous. Vous souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD, rendez-vous sur www.publicsénat.fr.